Bonsoir, on va attaquer. Ce qui veut dire que moi je vais commencer à les mordre. Je vais être leur chien de berger ce soir. J'ai deux boulots. D'abord les pousser vers la bergerie qui est d'essayer de faire le tour de nos thèmes, parce qu'on a un peu préparé. On a fait du devoir, on va dire. Et le deuxième, c'est principalement pour les deux du bout, d'empêcher mes petits moutons de se barrer trop loin. C'est d'ailleurs pour ça que je devrais avoir l'horloge sous le nez. C'est parce qu'ils ont été prévenus qu'ils avaient le droit à un maximum 5 minutes d'affilée. C'est important parce que, comment dirais-je, autant mademoiselle est plutôt sage, autant tous les trois on a une très grave tendance à la digression. Moi je vais m'auto-limiter tout seul comme un grand ce soir, de toute façon c'est pas normalement moi qui cause le plus. Et donc je vais tâcher de faire en sorte que les deux du bout puissent se faire mordre les mollets s'ils s'écartent trop du troupeau. Sur ce, très rapidement, et puisque vous savez désormais qu'ils vont devoir se présenter eux-mêmes, je vais commencer par ma gueule. Je m'appelle Sébastien Delfino. Pour faire très court, je fais du game design, je fais du podcast, un truc qui, à l'époque où ça tenait encore et ça devrait redémarrer, s'appelait les carnets ludographiques. Et globalement, j'ai écrit dans pas mal de canards de jeux de rôle. Ce qui vous intéresse pour ce soir, c'est surtout que les trois qui sont là, eux, sont des gens qui réfléchissent au jeu de rôle, chacun à leur manière, et que j'espère réussir à leur faire donner leur opinion sur un certain nombre de sujets où, avec un peu de chance, on ne sera pas tous mollement d'accord. On va occuper la première heure avec ça. Si vous avez des questions, je vous demande de vous autoréguler tout seul comme des grands sur la base de soit c'est absolument pertinent et seulement maintenant parce qu'à la fin de la phrase de quelqu'un, il fallait que vous disiez votre truc, vous me faites signe, je nous dégage un petit blanc et vous pouvez poser votre question. Soit on aura toute la deuxième heure pour parler de tous les trucs que vous voulez, c'est-à-dire les machins que nous on aura oubliés, ou des questions. Vous n'êtes pas d'accord. En pas, effectivement. Et j'avais précisé des questions que vous aurez réussi à garder pour la suite, parce que peut-être ça implique un développement dans une direction qui ne correspondait pas tout à fait à ce qu'on racontait à ce moment. Mais en tout cas, la deuxième heure est théoriquement tout à vous. Ça veut également dire que, passé la deuxième heure, si on vous a gourdé, que vous avez envie de faire un tour, on ne vous en voudra pas du tout. C'est-à-dire, on ne pourra rien vous dire à la première heure non plus, et on vous lancera des regards réprobateurs. Il y a des organes derrière vous. Il y a un cordon de sécurité dans le fond. C'est pas inquiétant du tout. Donc, je propose que tu te présentes toute seule comme une grande. Ouais. Donc moi c'est Eugénie, j'ai un blog qui s'appelle Je ne suis pas MJ mais qui décortique un peu ma pratique à hauteur de joueuse. J'ai alimenté pendant 2 ans la rubrique Le Gymnase des PJ dans Casus Belli. Je propose des ateliers rôlistes en club ou en convention qui sont des ateliers pour bosser une technique de joueur mais sous plein d'angles différents. J'en ai proposé un cet après-midi qui était sur présenter son personnage et j'en propose un demain qui sera sur jouer l'impact, mais ça je vais en parler plus tard dans le développement. J'ai participé au blog, fondé le blog Et pourtant elle joue, qui récupère des témoignages de joueuses sur qu'est-ce que ça peut faire d'être une nana à vos tables. Et si vous n'avez pas été voir, je vous invite vraiment à aller le lire. Et enfin, je fais partie de la communauté des courants alternatifs, donc la branche narrativo-végane du jeu de rôle. Voilà. Honneur au chaud. Bon, c'est tenté, mais après des présentations intelligentes comme ça va être difficile. Tu peux donner ta bibliographie. Alors, moi, je m'appelle Nicolas Dessau. J'écris sur plein de choses, mais dans le domaine du jeu de rôle, je suis un petit peu spécialisé dans ce qu'on appelle l'OSR, donc le survival ou sous renaissance, selon les interprétations, donc dans les vieux machins injouables des années 70. Et puis du coup, de temps en temps, il y a des gens tordus qui me demandent de venir ou en parler, ou écrire dessus, ou écrire des suppléments divers et variés. Donc en général, je réponds positivement et ensuite je suis en retard. Donc ça peut faire ici. Puis par ailleurs, quand je ne fais pas du jeu de rôle, j'ai un métier aussi. Je suis archéologue médiéviste, mais c'est un truc qui va assez bien avec le jeu de rôle. Et puis j'écris sur d'autres sujets, notamment sur la philosophie allemande. Voilà. Si ça peut vous aider à voir
non seulement le lien entre l'archéologie médiévale, le jeu de rôle, mais aussi à vous situer pourquoi est-ce que je lui ai donné la priorité à cause de sa carte vermeille. C'est quelqu'un qui a travaillé sur Miguel Christie. Voilà, donc ouais. Vous marchiez pas encore tous dans cette salle quand il écrivait déjà du jeu de rôle. Et enfin, nous avons Bastien. Oui, moi je suis géologue, papa de 5 enfants, j'ai passé 40 ans, donc j'ai plus le temps de lire des bouquins de jeux de rôle de 300 pages, et donc je me concentre sur ce que j'appelle le jeu de rôle à haut potentiel ludique. Donc principalement, c'est des outils et des procédures pour faire du jeu de rôle principalement en improvisation et en monde émergent. Et donc je me suis concentré autour d'un jeu qui s'appelle Dungeon World et son petit frère qui s'appelle Freebooter on the Frontiers. Et voilà, et puis alors j'ai eu un blog que j'ai animé pendant à peu près 2 ans qui s'appelait Contes Désert Abyssal. Et puis alors je suis aussi auteur, éditeur, auto-éditeur sous le label Design by Acritarch. Et donc voilà. Donc en effet, j'ai réfléchi au jeu de rôle et j'aime bien réfléchir à des outils et des procédures qui permettent de faire les choses très vite avec un minimum de travail, mais un maximum d'impact stable. Voilà. Alors, ce soir, on va se poser la question qui tue. C'est quoi un bon rôliste? On a précisé rôliste parce qu'on était dans une convention de jeu plus large. Mais ce qu'on sous-entend par là, c'est quoi un bon joueur de jeu de rôle? On parlera peut-être des MJ, s'ils sont sages. Mais ils ne sont pas notre point focal ce soir, pour 2 excellentes raisons. La première, c'est qu'ils représentent, grosso merdo, 20% des gens qui sont à une table, et que donc c'est la dictature de la minorité depuis trop longtemps. Ça suffit comme ça. Le deuxième point, c'est que c'est effectivement un sujet qui nous intéresse tous les trois, dont on s'est préoccupé, enfin tous les quatre, pardon, ça les intéresse tous les trois, je m'en suis préoccupé aussi, sur lesquels on a produit, etc. Mais, quitte à se préoccuper de la majorité, on s'aperçoit assez vite qu'elle est souvent la plus mal servie en jeu de rôle. Il y a beaucoup plus de matériel disponible pour les MJ, et de littérature, et de réflexion, que pour les joueurs. Alors ce soir, c'est la révolution. On va s'occuper des joueurs, et même très souvent, on va plutôt utiliser le vocable joueuse, ce qui n'est pas seulement une récupération d'un terme américain, où on utilise généralement depuis très longtemps dans le jeu vidéo le féminin pour désigner les joueuses et le masculin pour désigner les personnages, mais aussi parce qu'il y a des petites questions de représentation à gérer dans notre milieu. Et que c'est donc important de se rappeler que pourtant, elle joue. Comme ça. Ah ouais, la transition, monsieur. C'est un métier. C'est travailler. Alors, on va commencer par la question qui, normalement, fâche le plus. Existe-t-il de bons joueurs? Et est-ce que ça veut dire qu'il y en a des mauvais? Qui veut prendre le babal? Bon, allez, je vais prendre la baballe parce que j'aime bien ça et puis comme ça permet de détendre l'atmosphère. On voit de plus en plus traîner sur des forums et autres réseaux sociaux la fameuse règle 0 du jeu de rôle qui est on ne joue pas avec des connards. Alors qu'est-ce que c'est qu'un connard? C'est quelque chose qu'on a le droit de se poser. C'est d'abord et avant tout quelqu'un avec qui on n'a pas envie de jouer humainement parlant. Et donc ça pose la question de savoir est-ce qu'il y a des personnes qui à une table de jeu de rôle ont un comportement toxique. Alors un comportement toxique, c'est quelque chose qui peut arriver même quand on a les meilleures intentions du monde, qui est par exemple de monopoliser le temps de parole et de ne pas laisser aux autres joueurs le temps de se développer. Ouais, t'as bien fait. De développer leur personnage. Ne te laisse pas troubler, c'était pourtant. Ça peut être aussi des comportements vraiment toxiques, de genre des comportements toxiques de la vie de tous les jours, où on va harceler les autres. Bon, une fois qu'on a... Alors on peut en parler, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit le sujet de ce soir, parce que justement, et pourtant elle parle beaucoup de comportements toxiques vis-à-vis d'un certain nombre de personnes minoritairement représentées dans notre milieu. Je pense que tu peux dire joueuse ou femme et tu te gagneras plein de... Oui, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi toute la communauté LGBTQ+. Je ne dis pas le contraire, on pourrait même parler du problème de racisme qui est endémique en jeu de rôle et qu'on n'aborde pas souvent. En plus, on est tous blancs ce soir. Voilà. Mais la question se pose vraiment. Voilà. Et donc, voilà. Et donc,
Et donc dans les joueurs toxiques qu'on peut rencontrer en dehors de ces probabilités de vrais connards, il y a aussi les joueurs qui vont tuer la fiction, puisque le but du jeu de rôle c'est quand même de créer ensemble une fiction qui est intéressante et dans laquelle tout le monde s'amuse et se retrouve, et qui vont donc tuer cette fiction au nom de c'est mon personnage, il est comme ça, il agit comme ça, et qui vont vraiment pourrir le scénario, qui vont vraiment pourrir aussi l'ambiance à table, parce ils sont des ayatollahs de comment ils voient leur perso, et tant pis, c'est comme ça. Et donc, c'est un peu des... Non, je vais éviter le temps. Pas tout de suite le point Godwin, on reviendra plus tard avec ce genre de choses. Voilà. Il y a pas mal aussi. Et donc... pardon ? Et donc, voilà. Et donc, en effet, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a des bons joueurs et des mauvais joueurs. Pour ma part, et comme ça je vais laisser la possibilité à mes petits camarades de rebondir, pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvais joueurs ou joueuses de jeux de rôle à une table. Il y a un ensemble de personnes qui vont essayer de participer à une symbiose qui fait que le moment qu'on passe ensemble, la fiction qu'on rassemble ensemble, qu'on raconte ensemble, c'est un moment de rassemblement entre des êtres humains. Et donc, on est vraiment dans l'aspect social, communautaire, on fait quelque chose ensemble en jeu de rôle. Quand on arrive déjà à ça, on arrive vers quelque chose qui ressemble à une bonne joueuse de jeu de rôle. Moi j'ai un morceau un petit peu gros à poser, et donc je prends mes 5 minutes, et après pour moi la définition de c'est quoi une bonne joueuse en fait, si j'essaye d'y répondre, et c'est important peut-être que vous l'ayez en tête quand on va en parler plus en détail, je parle plus de moi que du jeu de rôle. Et pas au sens où moi je serai un exemple de bonne joueuse, hein, mais au sens de, en vrai, je vous parle de à quelle joueuse j'ai envie de ressembler, qu'est-ce que j'aime chez les autres, qu'est-ce que je kiffe dans le JDR, ce genre de choses. En vrai, quand je vous dis, si je vous dis telle personne c'est une bonne joueuse, ou si je vous dis pour moi une bonne joueuse c'est une joueuse qui fait ceci ou cela, en vrai je suis en train de vous parler de moi, de ce que j'aime et de ce que j'aurais envie de faire. Du coup, plutôt que de vous demander si ce qu'on dit ou ce qu'on va dire va être juste ou faux, posez-vous peut-être plutôt la question de est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ou pas, et sinon pourquoi, et ce serait quoi vos critères et qu'est-ce que ça dit de vous aussi. Je trouvais, voilà le tunnel, je trouvais intéressant de regarder ce que d'autres ont déjà répondu en fait, parce que Bastien a botté en touche. Mais même si c'est pas mon école et que je me reconnais pas forcément là-dedans, en allant regarder ce que d'autres disent sur les bonnes joueuses, c'est assez intéressant d'avoir à l'esprit qui parle. Dans on va dire la chapelle de la Forge, je sais pas si vous situez à peu près, en gros c'est une école de jeux de rôle très centrée sur un game design vraiment affiné en dentelle. On parle pas de bonne joueuse, on n'en parle pas, parce que c'est pas vraiment une question pertinente dans la pratique. Ce qu'on va regarder, c'est si le jeu il est bien ou pas, si le jeu il a produit une partie qui était bien ou pas. Mais les joueuses qui étaient à la table, ça n'a pas de sens de regarder comment elles ont joué et est-ce qu'elles ont apporté un truc qui avait un plus dans cette partie-là. C'est une école de jeu de rôle, quoi. Un peu en faux, mais je le ferai après. Un peu l'équivalent dans d'autres écoles où on dit non mais l'important c'est que le système il se fasse oublier. Bon, ça du point de vue d'un forgien c'est une hérésie. Le jeu il est important. Donc voilà, il y a des points de vue qui sont différents avec des valeurs radicalement opposées. Pour citer Frédéric Sintès, donc il y a un blog qui s'appelle Limbic System, qui lui est presque une post-forge maintenant où il creuse ce truc-là. Il parle de jeu sans compensation. C'est-à-dire que pour lui, l'idéal d'une joueuse, alors c'est moi qui reformule, c'est il faut qu'elle comprenne la place qu'elle est censée occuper au sein du système proposé par le jeu et qu'elle se dépouille de toutes ses habitudes de jeu pour pas interférer avec ça. Donc moi j'y vois presque un truc de maître zen, quoi. C'est se rendre complètement vide et vierge et pour accueillir l'expérience. Et honnêtement c'est un truc que moi je ne sais pas faire. Moi ça part dans tous les sens, je ne sais pas faire ça. Mais je trouve... Je termine. Je trouve juste super intéressant de voir que cet idéal-là est promu au sein d'une école qui est une école de game designer.
Et donc pour eux, une joueuse idéale, c'est une joueuse qui justement laisse la place à leur expérience, à l'expérience qu'ils proposent et qu'ils leur proposent. Très brièvement, parenthèse, quand on parle de jeu de rôle forgien, la notion de système veut dire tous les bidules qui sont en interaction pour produire du jeu. C'est pas juste les règles. Le MJ fait partie du système, les joueuses font partie du système, le scénario fait partie du système. C'est vraiment une notion holistique. On étudie un système comme étant une boîte fermée où la totalité du contenu de la boîte mérite d'être examinée. Donc, les joueuses doivent se demander ce qu'elles font dans le système. Vous êtes prié de vous demander quel engrenage vous êtes. Pour aller voir un point de vue plus mainstream sur Places to Go, People to Be, qui est un site de traduction super chouette, je ne sais pas si vous connaissez, qui traduit donc des articles anglophones. Il y a le fameux dossier Dirty PJ, je ne sais pas si vous connaissez, donc qui se veut un peu un pendant au Dirty MJ de John Wick. Alors Dirty MJ, c'est un peu on va dire la bible de certains meneurs de jeu. Dirty MJ se voulait le pendant, quoi. Alors c'est quoi Play Dirty pour un PJ? Je trouve hyper intéressant que ça s'ouvre sur un premier article qui s'intitule Pourquoi trop de créativité peut être une mauvaise chose, le parfait exemple de la toute-puissance des joueurs quand ils sont laissés livrer à eux-mêmes. Donc être un Dirty PJ, c'est pas trop la ramener. Voilà. Il y a aussi l'article Les bons joueurs font les bons MJ d'Angela Murray, où là, alors c'est pas les bons, dans le sens où les bonnes joueuses seraient des MJ en devenir, ce qui est aussi un truc hyper courant qu'on considère. Mais là, c'est les bonnes joueuses sont celles qui font que les MJ se sentent bons. Donc on est plus dans de l'injonction presque féminine, sois créatif, fais-lui sentir que c'est grâce à lui. Voilà, c'est ce genre de truc. Et un dernier article de Grant Howitt qui s'appelle 11 manières d'être un meilleur joueur de jeu de rôle, qui est pour le coup plus un peu moins flagrant, mais avec des en-têtes de chapitres qui sont fais un truc, fais pas chier avec les règles, t'attaque pas aux autres PJ, n'entrave pas les actions des autres, donc bouge-toi mais dans les clous. Et pour moi, ces trois articles traduisent des joueuses idéales du point de vue du MJ, en fait. C'est-à-dire que c'est un point de vue intéressant, mais c'est pas le mien. Et voilà, encore une fois, la bonne joueuse, la joueuse idéale, c'est celle qui va pas entraver la maîtrise du MJ. Donc on n'entrave pas le jeu, on n'entrave pas le MJ. Voilà ma définition à moi, et je finis là. Parce qu'on va la développer après probablement, c'est qu'une bonne joueuse, c'est quelqu'un qui fait ce que moi je sais pas faire. C'est quelqu'un qui pense à faire ce que moi je pense pas à faire. Et que j'aimerais intégrer ça à ma pratique. Ça peut être n'importe qui, à n'importe quel moment. Voilà. Et je m'arrête ici. Très bien. Si je disais tout à l'heure que j'allais me porter à défaut, je vais le faire en moins d'une minute, parce qu'il y a la règle que je m'impose à moi quand j'interviens entre eux. Il y a une tendance dans le game design, spécialement dans le game design de jeux de rôle, à considérer que si le jeu est bien fait, n'importe quel chimpanzé est capable de jouer avec. C'est une très mauvaise tendance parce que quand on fait sérieusement du game design, on sait qu'en réalité on est en train de produire un média interactif et qu'il n'a donc qu'autant de valeur que les gens qui vont l'utiliser. Ça veut non seulement dire qu'un jeu doit trouver son public pour fonctionner, donc les gens qui n'ont pas envie de grinder pendant des heures et de se faire tuer 45 fois par le même monstre ne jouent pas à Dark Souls et c'est normal. Et d'un autre côté, quand on produit un jeu de rôle, on peut légitimement attendre de lui qu'il nous offre une expérience ludique différente de ce qu'on fait d'habitude, sinon pourquoi qu'on nous le vend bordel? Donc, même quand on considère que le système est important, ça ne veut pas nécessairement dire que les utilisateurs, eux, ne le sont pas. Bien au contraire. C'est juste que, depuis qu'on a établi que le système était important, il y a pas mal de game designers qui se laissent avoir par le fait que ça veut sans doute dire que tout le reste ne l'est pas. C'est une erreur. Tu t'en prends les balles? Ouais. Je n'ai pas des choses aussi passionnantes à raconter. T'as le droit de faire court. Je vais parler de mon parcours et de mon expérience. Ok, je me suis trop de Voilà,
Si tu m'as pris au rôle de vieux, alors je vais faire le vieux. Oui, et donc ton expérience de Le mec qui compétent. dit qu'il prend 1 minute et qu'il en prend 2,5. En vrai, 1:30, juste avant les heures. Moi, j'y croyais très fort qu'il y avait des bonnes joueuses. J'y ai cru vraiment dans les années 90. C'était un truc qui émergeait. Il fallait avoir un background écrit en 40 pages, avoir pensé à toutes les interactions psychologiques de son personnage. J'ai eu beaucoup de déceptions avec ça. Parce que j'avais beau prêcher ça à la fois en jeu de rôle et en GN. Voilà, la plupart des gens n'avaient pas le temps ni l'envie de s'investir dans des machins pareils. Que justement, quand ils le prenaient chacun un peu trop dans leur truc, partaient dans des directions opposées et puis faire jouer sur la même table, je me suis retrouvé avec des séances entières avec des joueurs chacun dans une pièce. Et aujourd'hui, et ça doit être justement parce que je suis vieux, je me fais remarquer, j'ai placé la barre très très bas, à peu près au niveau de la pelote. C'est-à-dire que je me demande effectivement avec qui j'ai envie de jouer, mais je ne les choisis pas sur des qualités de rôlistes supposées, j'ai choisi parce que je les aime bien. Et à la fin de la soirée, je me demande est-ce qu'ils ont passé une bonne soirée. Et j'en attends absolument rien d'autre en réalité. Si les gens sont contents, même s'ils n'ont absolument rien fait, et ça arrive, joueurs qui sont à moitié endormis parce qu'ils ont bossé toute la journée, joueuses qui aiment bien écouter l'histoire, qui me le disent. Moi j'aime être avec les autres, j'aime l'ambiance, j'attends rien d'autre. Et bien c'est très bien. L'important c'est que on se soit bien amusé avec des personnes de bonne compagnie. Et en plus, il m'arrive de maîtriser un jeu super moderne qui s'appelle Donjons et Dragons, mais l'édition 74. C'est un archéologue qui nous a prévenu. Et alors, sur la boîte, je vous le rappelle, le mot jeu de rôle n'apparaît pas à l'intérieur non plus. C'est écrit Wargame. Donc le jeu de rôle, l'ancêtre des jeux de rôle, paraît-il, n'est pas un jeu de rôle. Le terme jeu de rôle, il apparaît après. Et la question du rôle, c'est pas forcément un truc non plus absolument central dans l'expérience de jeu. Le background, il a tendance à être réduit à une poignée de caractéristiques qui ne me servent pas à grand chose, sinon à dire voilà, le personnage il va ressembler à peu près à ça. Ça pose un style, ça pose un point de départ, et puis avec ça on va broder. C'est ce qui va devenir qui va être intéressant. Et la manière dont il a été joué, s'il y a quelqu'un qui a envie de s'investir dedans, ok, c'est super. Ça donne souvent une expérience de jeu intéressante pour tout le monde à la table, si la personne l'a fait de manière à en faire profiter. Et puis si il s'est passé autre chose, c'est pas un problème non plus. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut jouer comme un wargame parce que je n'aime pas les combats, donc j'en fais pas non plus. Moi, j'aime bien la résolution de problèmes, donc je fais un MJ assez traditionnel, pour le coup, pas très participatif, tout ça. Je soumets des tas de problèmes, les personnages se retrouvent régulièrement dans des merdes noires. Ils savent grosso modo que comme on joue des trucs un peu pulp, le problème n'est pas d'y survivre, mais c'est pas un enjeu essentiel, mais de les résoudre, de proposer des solutions, et c'est ça qui fait avancer l'histoire. Et du coup, les questions que je me posais autrefois autour du rôle, de l'interprétation, des machins, sont absolument évacuées. Ça fait partie des possibilités à l'interne du jeu de rôle, mais ça n'est absolument plus central. Et du coup, la question de savoir ce que c'est qu'une bonne joueuse, elle revient uniquement sur ces questions de qualité sociale dont Bastien parlait au départ. Effectivement, quand on a l'expérience de quelqu'un qui est pas sympa avec les autres, moi je suis assez rarement joueur, mais la dernière fois ou une des dernières fois où ça m'est arrivé, je suis retrouvé en 1981. Non, c'était un an ou deux, mais par contre c'était à Middle Earth Role Playing. J'avais un personnage, qui au hasard bien sûr, SR, très beau. Il y a un des joueurs que je ne connaissais absolument pas, qui avait décidé que puisque j'étais très beau, j'étais forcément pédé, et donc il allait pouvoir me violer. Je ne voyais pas le rapport entre tout ça, la sexualité de mon personnage, ce qu'il fait pendant que je ne joue pas, ne le regarde pas.
Pendant qu'on jouait, ça n'avait pas tellement de lieu d'être dans le scénario, je m'étais souvent pas posé la question sur l'orientation sexuelle, pourquoi pas, et ça n'autorisait pas à vouloir me violer, et encore moins à insister là-dessus toutes les 5 minutes. Ça, effectivement, c'est un mauvais joueur. Le reste du temps, il n'y a pas d'exigence. Voilà. Est-ce qu'en conclusion, il vous paraîtrait raisonnable de dire que, au bas mot, le tronc commun, ça va être d'être de bons camarades de jeu, et souvent, ça va être quelque chose de très subjectif, c'est-à-dire un bon camarade de jeu, c'est des gens qui on aime jouer parce qu'ils jouent un peu comme nous, qu'ils ont les mêmes attentes, qui veulent faire le même genre de choses. Par contre, effectivement, ça commence par être un bon camarade, et par exemple, il y a des choses qu'on va beaucoup plus facilement tolérer que d'autres, et par exemple, quand même à table, je peux tolérer beaucoup de conneries sur simplement le fait qu'il va y avoir des petites réprimandes ou des petites remarques, il faudrait mieux éviter ça, mais je n'accepte pas, il n'y a même pas d'avertissement sur le fait qu'un joueur s'en prenne à un autre. C'est assez dehors immédiatement. Est-ce que ça vous parlait, est-ce que être de bon camarade est un truc qui vous, tu as complètement le droit de dire non, parce que je sais que ton avis est non, est un truc qui vous intéresse, il vous paraît résumer la question? Moi, c'est pas ma définition parce que, comment dire, je veux dire, ça c'est la base, pour moi, on n'en parle même pas. En mathématiques, on appelle ça le plus petit commun dénominateur. On est d'accord. Par contre, quand on commence à parler de bonnes joueuses, pour le coup, alors ça, c'est une remarque que je faisais en amont avec Bastien. Je trouve super intéressant que dans le jeu de rôle, on parle beaucoup. À chaque fois qu'on aborde la question de la bonne joueuse, on se retrouve à parler de la mauvaise joueuse ou de la joueuse qui n'y arrive pas. En contraste. Mon point de vue à moi, et je sais que c'est pas le tien, c'est qu'on s'intéresse aux joueuses à partir du moment où c'est un problème et à partir du moment où ce sont de bons camarades et ils se démerdent à peu près, on n'a plus rien à dire dessus. Moi j'ai envie qu'on continue à parler dessus, mais à parler justement du côté positif et du côté empouvoirant de qu'est-ce que nous on peut faire en tant que joueuse pour tendre vers notre joueuse idéale. Mais ça, on va y venir. Tout à fait. Si moi je reparle régulièrement de bons camarades, y compris sur les podcasts et les articles, c'est parce que en fait j'agis dans le milieu et notamment je suis organisateur de conf depuis plus de 15 ans et j'ai vu passer un troupeau de comportements inacceptables. Et mon impression est qu'il n'est pas inutile de rappeler aux gens que, en fait, ils sont en situation sociale et ils sont priés de ne pas pisser sur le tapis et de ne pas cracher sur les autres. Même ça n'est pas un acquis. Peut-être que ça va sans dire, mais manifestement, ça irait mieux si on le disait plus. Ce qui va nous amener quand même au fait que le jeu de rôle est une activité collaborative et que cette activité implique un certain nombre de peut-être compétences ou savoir-faire. Le problème, c'est que dès qu'on utilise ce genre de terminologie, on amène une attente et une forme d'exigence. Il m'intéresse de connaître vos points de vue sur qu'est-ce qu'on est censément en train de faire quand on fait du jeu de rôle, qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir, peut-être qu'est-ce qu'on aurait, on en reviendra certainement à la fin de la conférence, qu'est-ce qu'on aurait besoin d'apprendre. Est-ce que quelqu'un veut prendre la balle? Du coup, je voudrais rebondir sur ce que disait Nicolas. Moi, je suis d'accord, avec toi, le socle de base, pour moi, ça n'a juste rien à voir avec le fait d'être un comédien professionnel, un scénariste expert, ou d'être malin, ou d'avoir de l'astuce pour résoudre les choses, ou d'être créatif au sens large du terme. Pour moi, ça, c'est pas les compétences de base. Pour moi, c'est d'abord une question de comment on joue avec les autres. Et du coup, ça va au-delà d'être bon camarade. Et en gros, c'est quoi ton enjeu, pourquoi tu fais, et ce sera sa scène à lui. Et on ne sera pas en train de lui parler pour placer notre personnage, mais pour le porter. Pour prendre un exemple, je considère que par exemple, un 19 en charisme, c'est le truc que tout le monde se dit « Ah, mais ça doit être super dur à jouer, parce que voilà, il faut être
Pour moi, le 19 en charisme, c'est une partition pour moi joueuse, pour essayer de jouer quelqu'un qui arrive à imposer comme ça quelque chose, un rayonnement. Mais c'est une partition pour toute la table autour, qui doit jouer mon charisme. Qui doit dire, quand j'ouvre la bouche et que je dis un truc même pas intéressant, oh, j'adore ce que tu dis. C'est leur job. Et c'est un truc qui se joue ensemble. Et on s'en fout que je joue bien le charisme en fait. L'important c'est qu'on joue ensemble avec ça. Parce que si vous avez 19 en force, on ne va pas vous demander comment ça faire des pompes au milieu de la partie du jeu. Non, mais de la même manière, effectivement, écouter le perso d'autrui et répondre au perso d'autrui, c'est aussi quand vous avez un personnage qui a un score de force monumental et un score de sensibilité négatif, personne ne le fait chier. Et quand il commence à dire « je voudrais bien faire une pause », la voiture s'arrête net, bien sûr, normalement ça se joue comme ça aussi, c'est-à-dire tenir compte des personnages des autres, c'est tenir compte de leur influence sur notre perso. Et il y a un dernier critère qui moi est important pour moi, c'est la générosité en jeu. C'est-à-dire être fan déjà de tous les autres, de base, et le montrer et donner à voir. Si le MJ commence à décrire je sais pas, quelqu'un qui descend des marches d'une cave, etc., réagir en fait, donner à voir, lui montrer ce que ça fait. Et si j'ai le petit frisson en bas du dos, et ben je le pousse un peu pour qu'il le voit. Si un truc me fait marrer mais je ris aux éclats, je suis un peu la joueuse qui fait des cœurs avec les doigts quand elle kiffe ce que font les autres. Et ça pour moi c'est un truc qui est hyper important pour que le moment ait de la qualité en fait. Peu importe la qualité de la fiction. Peu importe si on fait le scénario ou pas. Ce que Génie raconte là, moi je l'appelle dans le vocabulaire que j'ai été obligé de développer quelque part pour aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'attitude du joueur à la table de jeu de rôle. C'est-à-dire que ce que Eugénie vient de dire, pour moi c'est ce que j'appelle un joueur proactif. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va qui va être adaptable. C'est-à-dire que, comme elle l'a dit, il rebondit sur ce qu'ils disent les autres, il va dans leur sens, mais en plus de ça, il tire son plaisir, non seulement du plaisir commun de la table, mais aussi de générer du plaisir pour les autres. Ça, vraiment, c'est des joueurs comme ça, c'est des perles rares. Et c'est un peu, quelque part, un peu l'idéal. On peut essayer de se fixer, soit quand on a une table de jeu, à la fois en tant que joueuse ou en tant que meneur, quelque part. Et moi, c'est pour ça que, entre autres, j'aime beaucoup le jeu Dungeon World, autour duquel je publie beaucoup, parce qu'un des principes de Dungeon World, c'est « sois fan de tes aventuriers ». Donc toi, en tant que joueur, en tant que meneur, tu vas tirer ton plaisir d'être fan de tes aventuriers, ce qui veut dire que tu vas non seulement les mettre dans la merde parce que c'est des héros et qu'un héros il ne peut être héroïque que quand il se sort de la merde, et pour bien faire aussi de manière glorieuse, c'est-à-dire que derrière tu vas lui amener de pouvoir faire les choses en grand et que derrière il va y avoir les récompenses en grand aussi. Et donc ça c'est être... Moi je me prépare à parler, ça fait 2 fois que tu rases mon front. Attends, tu veux, je sors carrément de la pointe. Et donc voilà. Mais alors, évidemment, ça c'est un peu ce joueur proactif, c'est un peu l'idéal qu'on aimerait bien voir à sa table de jeu, c'est aussi l'idéal qu'on aimerait bien être soi-même. C'est extrêmement difficile. Et en plus, comme l'a très très bien dit tantôt Eugénie, c'est aussi quelque chose qui peut être uniquement temporaire. Si vous arrivez déjà à être ce joueur-là pendant 2 minutes à une table de jeu de rôle, je peux vous assurer que tout le monde dira que cette partie a été mémorable et tout le monde s'en souviendra dans 10 ans. Maintenant, on n'est pas tout le temps comme ça et j'ai d'autres catégories parce que moi je suis issu du sérail scientifique, géologue, donc j'aime bien la pensée un peu essentialiste où on met les choses dans des cases. Et donc j'ai 3 autres cases par rapport à ça qui vont en décroissance. Je vais y aller très très vite, Sébastien, promis, 2 minutes. Il y a le joueur que j'appelle attentif. Il arrive, il est préparé, il a personnalisé un personnage qui est vraiment intéressant, il connaît les règles de base du jeu auquel il va jouer, et en plus de ça, il connaît les bases de l'univers dans lequel on joue, ce qui va lui donner du matériau pour rebondir, tant d'un point de vue narratif que d'un point de vue tactique. Et donc, comme il rebondit, il va rebondir sur les accroches. Les accroches, c'est quoi? C'est les simples idées qui sont lancées autour de la table par le meneur et par les autres joueurs. Et c'est aussi des déductions qu'on peut tirer hors de la fiction qui s'est déjà passée auparavant. Ce joueur attentif va principalement tirer son plaisir de la fiction qui se crée autour de la table et à laquelle il participe quelque part de manière active et de manière attentive.
Ensuite, on descend d'un cran avec le joueur opportuniste. Il arrive peu ou pas préparé, il saisit les opportunités quand même en jeu, parce qu'il se dit je suis là quand même pour participer à quelque chose, autant être un minimum réactif sur ce qui se passe. Ces opportunités elles sont généralement proposées par les autres joueurs, c'est-à-dire que lui n'est pas une force de proposition par rapport à ça, ou alors elles sont amenées par la fiction, ce qui peut être à la fois par le scénario amené par le maître de jeu, tout comme aussi peut-être si le scénario est émergent ou improvisé par ceux qui se préparent autour de la table. Il tire principalement son plaisir de l'activité des autres, pas tellement nécessairement de ce que lui amène, mais aussi de ces petits moments où il arrive à amener sa touche opportuniste et se dit « Ah, là je l'ai bien placé celle-là ». Et puis alors on arrive aux joueurs passifs. Si vous connaissez la dénomination de croc, on appelle ça une centaurette. Donc on est clairement sur le type qui arrive à la table de jeu, met les pieds sous la table et attend. Il attend qu'on lui fournisse du plaisir, il attend que le groupe amène son personnage à réagir, mais lui ne va rien faire. Ce genre de joueur, pour moi, on est clairement, d'un point de vue ludique et narratif, sur un joueur qui est toxique, parce que finalement, il n'amène rien aux autres joueurs à la table de jeu. Et c'est déjà toxique de ne rien amener ? À partir du moment où, pour moi, le jeu de rôle est un loisir collaboratif, si tu n'amènes rien et que donc tu ne collabores pas... C'est un point par là. Ouais. Ok. À une époque, Je ne suis pas d'accord. Tu dis ? Là, je ne suis pas d'accord. Eh ben moi non plus. Et je Moi sais non bien plus. que, Tant mieux. Au-delà de la formule de croc, quand j'étais plus jeune, on appelait ça les joueurs plantes vertes. Ils font pas grand-chose, mais ils sont décoratifs, pardon. Mais au moins ils fournissent de l'oxygène. Et en fait, il s'est avéré que plus je leur ai prêté attention, plus ils m'ont démontré que ces joueuses-là n'existent que tant qu'on ne leur tend pas la main. En fait, si elles ont pris une soirée pour se déplacer jusque-là et venir s'asseoir autour d'une table avec une fiche devant elles, c'est probablement parce que, en fait, elles auraient vraiment envie de participer. Il va simplement falloir leur faciliter un peu l'accès. Et pour l'instant, depuis que je prends ce parti-là, je ne croise plus jamais de joueuses réellement passives passer la 20e minute de jeu. Ouais. Donc je comprends et je suis d'accord avec ton point de vue. Le problème que moi j'ai par rapport à ce point de vue, et c'est pour ça que pour moi ces joueurs sont toxiques, c'est que 99,9% de ma pratique du jeu de rôle, elle est dans l'improvisation, dans des univers émergents. Et donc si évidemment les gens à table ne participent pas, j'ai un problème. Maintenant évidemment, voilà, c'est ma pratique du jeu de rôle qui fait que pour moi ils sont toxiques. Et donc je peux très bien comprendre que pour un maître de jeu qui a un scénario et qui en effet a donc quelque part un espace où il peut amener et tirer ce genre de personnes, de joueurs, de joueuses à table, ok, pour lui, elles ne sont pas toxiques. Maintenant que tu m'as répondu à moi, il va passer la deuxième gamme. J'ai un problème avec cette histoire de centaurette, je trouve ça extrêmement méprisant. Oui, Moi, j'ai c'est des... croc en même temps, regardez. J'en ai régulièrement à ma table, qui viennent pas spécialement envie d'être très actifs, très contente d'écouter l'histoire. Bon, on essaie de faire en sorte qu'il y ait une histoire à raconter, des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est vrai que du coup, je rentre pas dans les idées de jeu très proactif, de monde émergent, etc. Le monde est émergent quand même, de fait, mais je ne vais pas aller pousser les joueuses à le créer. Voilà, il va venir au fur et à mesure de ce qui s'est passé, et c'est tout. Mais ça me gêne quand même, c'est vrai que pour le coup, là encore, j'ai dit la barre très très bas. Je ne vais pas exiger des joueuses qu'elles connaissent les règles, alors qu'en général, je ne les connais pas moi-même et que je m'en fous complètement. Ça te désespère, Sébastien, mais je suis pas... Ça te désespère pas, parce que jamais tu fais de l'OSR, mais en fait, tu t'en fous. Non, mais je préfère écrire des règles que de les utiliser. Mais Ça, par contre, c'est juste pervers. Mais l'intérêt de l'OSR, c'est qu'en fait, je joue avec des trucs que j'ai appris à jouer dans les années 80, donc je peux fonctionner à l'état zombie, c'est pas tellement un problème. Ce que je veux dire par là, c'est que, du coup, la question des règles, qui était un des vrais enjeux, justement, on a des citations de Gygax qui dit, justement, ce qui fait la qualité des joueurs, c'est qu'ils connaissent par cœur les règles, etc. etc. Il y a eu des tendances un peu maximalistes dans ce sens-là. Bon, de toute façon, la plupart du temps, le corps de règles le plus développé, c'est les règles de combat,
Donc je les lis avec beaucoup de délectation, mais en fait, j'en ai pas vraiment l'usage. Donc la question des règles, elle est un petit peu évacuée. Par contre, je suis très attentif à ce qu'il y ait une feuille de personnage, parce que ça, c'est quelque chose qui parle directement aux joueuses. Il faut que, quand elles regardent, et pas un truc en se disant qu'est-ce que c'est que ce bordel de chiffres auquel je comprends rien, mon expérience pour le coup est toujours très négative, c'est est-ce que ça me dit ce que je sais faire? Et comme justement je suis dans la résolution de problèmes, si la fiche dit ben, tiens, à un moment, je pourrais essayer ça, ou j'ai ça comme équipement, et de plus en plus je m'aperçois que les jeux à équipement, les jeux où il y a vraiment quelque chose sur qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outillage qu'on a, ça c'est un truc qui fonctionne relativement bien. Mais ça fonctionne parce que une façon de jouer dans laquelle la résolution de problème est importante. J'en suis à me dire qu'il faudrait que j'essaie des scénarios de vraiment point and click. Ça commence à m'intéresser de plus en plus. C'est de voilà, comment je vais réunir les ingrédients nécessaires pour aller résoudre mon problème. Donc, c'est pour ça que du coup, là encore, est-ce que les gens vont avoir leur minute shiny dans le rôle qu'ils vont jouer? Ça peut arriver, j'ai vu ça fréquemment, mais c'est pas l'attente essentielle. Très souvent, le moment shiny, c'est le bon jet de dés, et encore plus shiny, le très mauvais jet de dés. Voilà. Et autant il m'est arrivé pendant une décennie complète de jouer sans un dé, sans une règle, autant maintenant, je n'utilise toujours pas vraiment de règles ou très peu. Par contre, j'utilise des dés parce que les joueurs aiment ça. Et ça donne effectivement du jeu, ça donne du rebondissement. J'utilise aussi beaucoup le système de jeux de cartes, de story dice, de choses comme ça. Tout ce qui me permet de balancer des rebondissements au fur et à mesure. Mais le rebondissement numéro 1, c'est les joueuses qui ont fait un jet de dés absolument pourri et qui sont super contentes parce que ça va amener une situation nouvelle, ça va amener des nouveaux problèmes et donc là on va s'amuser. À ce sujet, j'ai écrit il y a quelques années dans un gros article, dans une grosse série d'articles que je vous recommande pas, c'est difficile à lire, que en réalité le but des dés c'était pas de résoudre des actions, c'était de créer de la tension ludique et dramatique parce que c'est le bruit du petit tambour avant l'exécution. Donc, le but c'est de les faire rouler sur la table, contrairement à ce que croyait Guillax qui était de les faire rouler derrière l'écran, pas du tout. Il faut que tout le monde les regarde et se dise ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et quand ils s'arrêtent, le résultat est moins intéressant, il y a plus cette tension. J'ai eu d'écran pour ça. De toute façon, l'écran avec les règles. Oui, puisque tu te mais simplement parce que, par contre, j'ai un plateau de dés. Et le fait que tout le monde regarde le dé qui va sortir, ça, c'est super. Mais c'est une façon de jouer que, je veux dire, qui est plutôt de l'ordre du jeu de plateau, pour le coup. Très bien. Je trouve super intéressant qu'on arrive à quelle heure de la conférence et qu'on discute de comment faire plaisir aux joueuses plutôt que c'est quoi une bonne joueuse. Oui. Donc en tout cas, comme on a déjà un petit peu explosé le timing, et pour me retenir de parler de game design, je vais enchaîner sur, justement, puisqu'il s'agit de se faire plaisir, pour espace, quoi joue-t-on? Qu'est-ce qu'on attend à une table et qu'est-ce qu'à notre avis les joueuses, on essaie de représenter, on en est capable, en tout cas toi plus que les autres, parce que nous on est plutôt une bande de salopards de MJ. Qu'est-ce qu'on attend du jeu de rôle? Qu'est-ce qui se passe à une table? Et donc quelles vont être les actions et les gestes de jeu qui vont faire la pratique? Est-ce que quelqu'un veut prendre la balle? Est-ce que vous voulez que je vous oriente un peu plus d'abord? Comme il y a un scientifique à la table, je lui pose la question, c'est bien la dopamine, le petit truc, voilà. L'hormone du plaisir. En fait, j'attends que les gens se soient bien amusés, donc ils ont déclenché plein de dopamine, donc après ils sont bien. Voilà, elle est terminée. C'est fort, c'était pas mal. Au passage, c'est le seul morceau de neurologie que vous apprendrez si vous faites du game design. C'est extrêmement bizarre. Mais ça marche aussi si on est fabricant de sextoy. Non. Non, on peut faire les deux, ça dépend. Mais moi je laisserai à Eugénie parler du geste rôliste parce que c'est des choses qu'elle a beaucoup plus discuté que moi. Je vais revenir un petit peu sur ce que dont je parlais tantôt avant de botter en touche par rapport à la symbiose qui se passe à table. Pour moi, c'est ça que j'attends en fait d'une table de jeu de rôle, c'est cette symbiose, c'est ce moment quand toutes les joueuses participent activement
et avec plaisir et retire du plaisir de ce qui se passe à la table de jeu, que ce soit en termes de règles, de narration, voire même du mélange des deux. Alors à côté de ça, bah oui, voilà, comme je suis un scientifique de nouveau, je catégorise les choses. Et donc par rapport à ça, il y a en effet un certain nombre de compétences, dont les fameux gestes rôlistes dont on peut parler. Et puis il y a aussi simplement la position sociale dont on a parlé en début. Et après ça, moi à l'heure actuelle, mes réflexions, justement par rapport à mes réflexions autour de c'est quoi un jeu de rôle à haut potentiel ludique, elles vont plutôt se tourner vers, depuis 40 ans dans le jeu de rôle, on donne des conseils aux meneurs de jeu, beaucoup moins, comme l'a très bien dit Sébastien, aux joueuses. Et puis d'un autre côté, on a tous des outils, ça s'appelle souvent les règles, les scénarios, etc. Et en fait, on n'a pas ce qui permet de relier les deux. C'est-à-dire que quand on a un conseil qui est par exemple de dire « trouver le point faible du monstre », et qu'à côté de ça, vous avez sur votre feuille de personnage un certain nombre de compétences, on ne vous dit pas quelle est la procédure à utiliser pour, à partir de ces compétences, utiliser dans quel ordre, etc., pour amener à table du plaisir de jeu à tout le monde. C'est-à-dire que le ranger, il va spotter le point faible du monstre, et puis après ça, on va avoir le barde qui va encourager tout le monde en expliquant comment faire, et puis on va avoir enfin le guerrier et le mage qui vont se mettre ensemble pour aller briser une écaille du dragon pour que le guerrier puisse l'empaler avec sa lance et faire un effet un peu autre chose que le cure-dent qui se casse sur une plaque de métal. Voilà. Et cette procédure-là, on ne l'explique jamais quelque part. Et moi, personnellement, je trouve que c'est un problème. Et ça fait faire des choses que, personnellement, j'aimerais bien amener pour améliorer justement le plaisir à la table de jeu. Mais pour arriver là, il faut d'abord expliquer tous les merveilleux concepts de gestes rôlistes, etc. Et là, je laisse parler quelqu'un qui est beaucoup plus féru que moi dans le domaine. Alors, le geste rôliste, c'est une expression de Julien Poire que vous pourrez retrouver sur l'article originel sur le site des Voix d'Altaride. Si je peux me permettre, des chroniques d'Altaride, les Voix d'Altaride est dans le podcast. Donc, tout ce qui est texte, c'est sur les chroniques. Non, cet article-là, il est vraiment sur le site des Voix. Sondrone.com.fr. C'est sur C'est effectivement sur Sondrone qui est le site par. Écran bleu. C'est bien. Voilà. Donc le geste rôliste, c'est en gros le geste du technicien. C'est-à-dire que quand on joue au jeu de rôle, en réalité, jouer au jeu de rôle, ça veut dire tellement de choses en même temps. C'est pire que conduire, quoi. Il faut être. On peut pas savoir qu'est-ce qu'on fait en fait quand c'est difficile d'avoir conscience de qu'est-ce qu'on fait en jeu de rôle. Et il essaye de lister des gestes en fait. Qu'est-ce qu'on fait comme geste? Et par exemple, ce que je vous ai décrit tout à l'heure avec quelqu'un qui a 19 en charisme, qui dit un truc et je fais oh, j'adore ce que tu dis. Ça par exemple, c'est un geste qui pourrait s'appeler jouer l'impact. Il dit un truc, ça produit, tout de suite il y a un impact, ça produit un truc à la table. Et en fait, c'est pas lui qui l'a produit, c'est moi. Moi j'ai fait un geste. Donc voilà, c'est le geste rôliste, ça permet en tant que joueuse de se dire, quand je joue, je fais des trucs qui ne sont pas juste de saisir des perches comme temps ou d'utiliser des règles ou de roleplayer mon PJ, mais qui sont... Voilà, on peut décortiquer des techniques, en fait. Et des techniques, il y en a à l'infini. Moi, j'en ai identifié 2-3 parce que c'est des trucs qui me plaisent. Après, chacun a son regard, et l'idée, c'est d'avoir un regard un peu affûté sur la partie pour essayer de se rendre compte, typiquement, les joueurs que j'admire, mais c'est quoi qu'ils font que moi, je fais pas? Essayer de choper dans leur pratique, mais pourquoi eux, quand ils font des trucs, ça donne vachement bien, et moi, quand je joue mon PJ, ça fait pas pareil. Une autre technique, par exemple, ça va être le renforcement. Ça, c'est un terme qui a été identifié par Vivien Féasson. Le renforcement, c'est quand, dans une description, tu rappelles des trucs, autre chose, tu réactives des trucs. Pour donner un exemple clair, c'est si mon personnage n'a qu'un bras. Je l'ai dit au début qu'il était manchot dans ma présentation de personnage,
vite fait, 2 sessions après, tout le monde a oublié, moi aussi, je suis en train de manier une épée à 2 mains, ça peut piquer personne. Bon, il s'est passé un truc quoi, pourquoi même moi j'ai oublié ça, pourquoi c'est pas T'es important. passé chez Lana à mettre une main mécanique. Alors, il peut y avoir ça. Une technique, le renforcement, ce serait par exemple à chaque fois qu'on me tend une bière, je fais la gueule, je pose le truc que j'ai à la main et j'attrape la bière pour que tout le monde ait bien compris que non mais je peux pas la prendre. Et du coup ça se réactive régulièrement. Et le jour où je veux manier l'épée à 2 mains, on va me dire attends ça fait chier avec toutes les bières là, de mes 3 sessions là, tu vas prendre cette épée. Non, never, t'es manchot. Donc voilà, tout ça c'est des techniques, c'est des trucs qui s'observent chez les autres, qui s'imitent et qui se travaillent et qui viennent nourrir notre propre pratique, qui font qu'on ne joue pas aujourd'hui comme on jouait il y a 10 ans, si on a commencé le jeu de rôle il y a 10 ans, et que petit à petit on a un parcours rôliste qui fait que voilà, notre pratique elle évolue à chacun. Ok. Moi j'ai juste un truc à dire et qui va dans ton sens. Une minute. Non mais j'en ai pour 30 secondes en fait. Tantôt quand tu as dit que quand on est dans une partie du jeu de rôle, qu'on soit d'ailleurs joueuse ou meuleuse, c'est pareil, on a tellement de trucs à prendre en compte en même temps, à un moment T, que à mon sens, le seul moyen d'y arriver, c'est de lâcher prise. Et c'est un truc que notre société nous apprend plus du tout, c'est justement le lâcher prise. Et je pense que c'est un truc super important. Et quand on lâche prise, eh ben on laisse justement un peu de notre naturel revenir, et justement dans ces cas-là, on peut s'étonner soi-même. Et bon, évidemment, moi comme j'adore être dans l'improvisation, forcément c'est quelque chose que, je ne vais pas dire que je cultive, mais que j'ai réappris à faire, et plus je le fais en jeu de rôle, plus je me poile. Oui. Surtout si c'est pour le tacler. Non, mais en fait, du coup, c'est marrant parce que pour moi, ça, c'est vraiment un ping-pong permanent dans ma propre pratique. C'est-à-dire d'abord prendre conscience, après intégrer le truc jusqu'à ce qu'il rentre dans mon ventre et que j'ai plus besoin d'y penser. Mais un peu comme les contrôles rétro quand on conduit, quoi. Voilà, quand je passe un rond-point, je suis pas en train de me dire « Attention, il faut que tu penses à ton contrôle rétro ». Enfin non, c'est juste un truc qu'on fait, on n'y pense pas. Et une fois que ça c'est intégré, que j'y pense même plus et que roule, je peux lâcher prise. Mais du coup, pour moi, l'intérêt, ça va être de trouver autre chose à apprendre, autre chose à voir, à explorer, à développer. L'une des choses qui m'intéresse entre les 2 points qu'ils viennent de souligner, c'est une notion que moi j'ai explorée professionnellement parce que je donne des cours d'un truc qui a l'air extrêmement pompeux et qui s'appelle la démarche créative. En l'occurrence, qui consiste à essayer de faire cracher des idées à des gens. Le meilleur moyen de faire cracher des idées à des gens, c'est de trouver le flow. Ce qu'on appelle le flow, avec un W, c'est, à défaut d'un meilleur terme en français, généralement on se rabat sur les anglicismes, mais à chaque fois qu'on va parler beaucoup de design, comme le nom l'indique, en particulier de game design, vous allez voir qu'on va se vautrer dans le franglais de manière terrible. Et donc, l'idée du flow, c'est qu'on est à la fois assez mobilisé par ce qu'on est en train de faire pour être effectivement efficace et investi et profiter d'un petit peu d'adrénaline et donc d'être dans une certaine forme de tension et d'urgence, et pourtant y trouver suffisamment d'aisance pour qu'on n'ait plus besoin de contrôler tout ce qu'on fait. Dans mon métier, on dit que la maîtrise, c'est le contrôle plus l'aisance. C'est-à-dire qu'il faut réussir à trouver une espèce de moyen terme étrange entre les deux, où non seulement vous savez vraiment ce que vous faites, et vous le savez tellement bien que vous pouvez faire des trucs sans le savoir. Et quand il s'agit de faire cracher des idées à mes étudiants, souvent l'enjeu c'est de les amener là. C'est de les amener par le contrôle à se rassurer, et à un moment, sans trop leur montrer, les amener vers une perte de contrôle qui va être positive, parce qu'en fait ils vont laisser sortir les trucs. Une de mes expressions préférées en la matière et qui est d'une extrême élégance, je vous préviens tout de suite, qui est « la créativité c'est un sphincter et si c'est crispé, il n'y a rien qui sort ». Mais donc, quand on parle d'apprendre des choses pour les intérioriser, les oublier, et comme quand on conduit, ne plus se demander sur quelle pédale on appuie, mais où on veut aller et à quelle vitesse, ça permet effectivement de commencer à gérer énormément d'actions en parallèle, simplement parce qu'une grande partie d'entre elles sont gérées de manière inconsciente.
Et l'un des autres trucs qui est vraiment génial et qui va rejoindre ce que dit Sébastien, c'est quand on commence à faire ce genre de choses en collectif, spécialement d'un point de vue créatif, il se passe des choses qui vont réellement surprendre tout le monde, parce que inconsciemment, on a fait germer un début d'idée qu'on n'a pas vraiment arrosé, qu'on n'a pas vraiment géré, mais quelqu'un d'autre va la accueillir inconsciemment, la faire grandir de son côté, et après quelques tours de parole, on voit revenir une idée qu'on s'était bien dit qu'on l'avait vaguement croisée à un moment, qu'on pensait qu'elle était à nous, mais elle a fleuri chez quelqu'un d'autre, et maintenant elle nous renvoie à autre chose. Si on arrive à obtenir ce genre de flow autour d'une table, il peut se passer des trucs absolument fantastiques. Non seulement en termes de performance au sens artistique du terme, les gens créent des tas de trucs, ils ressentent tout plein d'émotions, ces émotions sont transmises. Au passage, pour les MJ, c'est fantastique parce que comme le monde, alors attention, instant philosophique, vite fait, comme le monde n'existe que par la perception, le monde virtuel qu'on crée en jeu de rôle n'existe que parce qu'on le pense, qu'on l'imagine et qu'on le ressent. Et il ne prend de réelle importance et de présence tangible que parce qu'on le ressent. Quand tout le monde est sur la même émotion, ça veut dire que tout le monde est synchrone en termes de créativité. Et il se passe encore des trucs fantastiques. Moi qui aime beaucoup mes joueurs et mes joueuses, et qui en parle beaucoup pour dire que je les aime, j'ai des joueurs qui m'ont déjà fait des grandes scènes de déchirement de famille. Alors c'était très triste, c'était façon Wim Wenders, où on règle des vieux comptes, etc. Mais parce ils avaient atteint cette émotion-là. Et des fois, ils m'ont fait des grandes engueulades terribles, en essayant de ne pas trop rire, parce que leur personnage n'était pas censé être en train de se marrer, et parce qu'ils avaient pris une tangente qui rendait le truc humoristique. Et ils ne se sont pas consultés pour le faire. Ils ont simplement trouvé une forme de synchronicité, une forme de rebond. Parce qu'ils ont trouvé assez de contrôle, ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, et assez d'aisance, donc de lâcher prise, pour faire des trucs qu'ils n'avaient pas anticipés au départ. Initiative. Oui. En l'occurrence, il s'avère que nous allons arriver à notre point 4. Alors, justement, est-ce qu'il existe de très bonnes joueuses, et plus exactement, comment est-ce qu'on s'améliore? Est-ce que quelqu'un veut prendre la main là-dessus? Ouais, du coup, moi la notion de bonne joueuse, je l'envisage pas pour créer des catégories pour juger, et surtout pour juger les autres et pour hiérarchiser avec toi t'es un bon joueur, toi t'es pas un bon joueur, etc. Ou encore moins pour dire bonjour Eugénie, bonne joueuse. Voilà, c'est pas l'idée quoi. Pour moi, la bonne Je ne suis pas MJ, mais je suis une putain de bonne joueuse. Pour moi, l'idée de la notion de bonne joueuse, c'est déjà un point de vue d'humilité en fait. C'est se dire, il y a des gens que je vois jouer autour de moi et que je trouve bons. Et du coup, je suis déjà dans un point de vue d'humilité vis-à-vis de ça. Et c'est une progression possible. Ça me permet de réfléchir à ma propre pratique, à qui je veux ressembler, qu'est-ce que d'autres joueuses font que moi je fais pas donc. Et si je suis pas satisfaite de ma partie, qu'est-ce que je pourrais changer moi-même, sans avoir à demander au MJ qui change sa maîtrise, sans avoir à changer de jeu forcément, sans avoir à changer de table, qu'est-ce que déjà moi je peux changer à mon niveau. La bonne joueuse, du coup, c'est toujours l'étape d'après, en fait. C'est toujours l'améliorable. C'est ce qui me reste, moi, à explorer, et ça bouge en fonction de mon parcours de joueuse. Il y a des choses que, il y a quelques années, je trouvais géniales. Aujourd'hui, ça m'intéresse plus tellement. Et je veux dire, chez les autres, dans leur façon de jouer, c'est pas le truc qui me fait vibrer. Aujourd'hui, j'en suis un truc où en ce moment, j'ai très envie d'agrafer, déchirer, scotcher les feuilles de perso, faire des trucs avec les dés. Enfin voilà, c'est le matériel. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui fait ça, et dit waouh, on peut faire ça. Voilà. Pour faire évoluer sa pratique, pour moi, il y a deux choses. On parle beaucoup de sortir de sa zone de confort. Donc en gros, se lancer vers des trucs qu'on ne faisait pas avant. Ça peut commencer de je joue toujours un barbare, je vais essayer de jouer un diplomate, histoire de changer un peu d'angle d'approche. Ça peut être je suis toujours joueuse à des tables avec MJ, je vais essayer un jeu sans MJ. Ça peut être je joue toujours entre potes, je vais aller m'asseoir avec des inconnus en convention. Et ça peut être aussi je joue, il
l'IRL, bah, je vais me mettre au jeu en ligne. Alors pour moi, ça a été le changement le plus radical dans ma pratique. Passer au jeu en ligne, tout d'un coup, c'est la prise de conscience de tout ce que je fais déjà habituellement. Là, on parlait de conduire tout à l'heure. Je me rends compte qu'il y a plein d'infos qui d'habitude passent par le non-verbal que les autres n'ont plus, mais plus du tout. Du coup, il faut réajuster tous les curseurs, il faut arriver à verbaliser beaucoup plus les choses. Il faut arriver à... Alors, à l'époque, c'était surtout sur Hangout. Hangout, il n'y a qu'un seul canal. C'est-à-dire que si deux personnes parlent en même temps, on n'entend qu'une. Donc, vraiment attendre que l'autre ait fini pour commencer à parler, parce que si ça se chevauche, c'est mort, on perd la moitié de l'info. Ça, en termes d'amélioration, c'est inestimable. Et tout ça parce que c'est contraint par le dispositif, quoi. Tout ça, l'idée à chaque fois, c'est de se dire qu'est-ce que je produis différemment dans ces différentes configurations. Parce que mine de rien, ça change ma façon de jouer, en vrai. Ça la change d'autant plus si j'ai envie que ça change. Et donc, pour ça, on a de l'aide avec des réflexions, de la littérature, des prises de recul. Je connais un blog d'une fille très bien qui s'appelle Je ne suis pas MJ, mais où il y a plein de trucs et astuces et de réflexions sur la pratique. Alors je vous conseille de sauter tout ce qui a été produit l'année dernière, qui est de la théorie pure et qui sert pas forcément à ça, mais ce qu'il y a avant, c'est du truc et astuces, justement, de qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai tel problème à ma table, qu'est-ce que moi je peux faire pour le résoudre. Il y a un livre qui est paru qui s'appelle Jouer des parties de jeux de rôle aux éditions Lapin Marteau, avec tout un tas d'auteurs super chouettes dedans. Non. C'est pas celui-là ? Non. Le piège, hein. C'est vraiment triste. Mais qu'avez-vous fait ? Non, mais parce que J'y étais pas non plus. on s'est dit qu'on s'aimait et qu'on restait amis. Ah. Mais en tout cas, le bouquin est formidable et honnêtement, c'est des super chapitres sur plein de techniques de joueuses justement. Et il y a plein de trucs à lire. Mais ce que disait Bastien tout à l'heure, c'est que les lire, ça suffit pas en fait. Parce que la théorie, c'est pas la pratique. Et que il y a des trucs, on se dit ouais, quand le mec parle, je vois bien, oui, carrément. Mais quand j'arrive à ma table, qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que j'en fais de ça ? Si tu permets, Eugénie, quand vous lisez ce genre de livre, si au 4e conseil que vous avez lu et que vous vous dites « Oh, ça je voudrais le mettre en pratique », vous arrêtez de lire et vous mettez ces conseils en pratique tout de suite. Parce que si vous en lisez 6, il y en a 2 que vous ne mettrez jamais en pratique. Ça, c'est toujours. Et donc, quand on lit ce genre de livre, il faut savoir le faire petit à petit et en fonction de son bagage, de ses envies aussi. Et du coup, pour passer à la pratique, moi je propose, c'est vraiment la petite partie où je vends ma soupe, moi je propose des ateliers qui sont du jeu sous contrainte. Et les ateliers, c'est pas moi qui parle, c'est les gens qui pratiquent. Aujourd'hui, c'était présenté son personnage, et il y avait des brouettes de pré-tirées. Ils les ont présentées de façon à chaque fois avec des contraintes. Donc on va présenter que le physique, on va faire un générique de film, on va cadrer une scène sans MJ. Enfin voilà, on va faire des trucs pour voir qu'est-ce que ça donne. Après, à leur table, les gens les réinvestissent ou pas comme ils veulent, si c'est pertinent ou pas. Effectivement, commencer un truc un peu à ambiance de l'appel de Toulouse, je sais pas si c'est hyper pertinent de faire un générique de film, mais par contre, quand on joue du Smallville, je veux dire, c'est dans le cahier des charges, quoi. Pas le faire, ce serait passer à côté d'un truc. Donc voilà. Il y a aussi le truc de s'intéresser en fait à ce que font les autres. J'ai l'impression de l'avoir beaucoup répété, mais pour ça, il y a quand même un truc génial aujourd'hui qui prend son essor, c'est les actual play. Et le fait qu'il y a des heures et des heures entières de parties de jeux de rôle filmées ou enregistrées disponibles sur Internet. Alors moi, je donne mes bons coins à champignons. 2D6 plus cool, si là c'est un style hyper particulier de gros roleplay, de gros drama. Souvent en PBTA, mais pas forcément. Y a si vous voulez des trucs chelous, vous allez sur la chaîne YouTube de Thomas Munier. Alors là, vous avez trouvé un certain nombre d'entre nous et c'est chelou. C'est complètement étrange, mais c'est vraiment une école. Y a Danger et Décision. Si vous voulez voir à quoi ça... Moi, j'ai appris à jouer au SR en vous écoutant, en fait.
En me disant, ok, je vois, Mon Dieu, c'est ça qu'on performe, quoi, ce genre de truc. Ok, d'accord, bah, et honnêtement, enfin, voilà, c'est pour l'OSR, vous écoutez ça, ça vous donne vraiment une idée de quel style et de quelle école c'est. C'était passé plus. Ah non, moi j'ai kiffé, moi. Oh Dieu. Et l'idée, c'est pas d'écouter pour se dire qu'est-ce que c'est comme fiction radiophonique, parce que ça, les fictions radiophoniques, France Culture le fait beaucoup mieux. Mais comment les gens jouent en fait. Quand je les écoute, et j'écoute pas forcément la partie en intégralité juste devant mon écran comme ça, hein, je fais autre chose, c'est le genre de truc, on fait ça en lavant sa salle de bain ou en faisant la vaisselle, et se dire mais comment ils jouent et comment, ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait là pour que ça donne un truc cool à ce moment-là. Et je finis. Tu veux lui dire des choses, Gauthier? Je peux toujours parler de dossier de décision. Alors, éventuellement, je vais essayer de vous rapprocher un peu de la question qui est comment est-ce qu'on s'améliore? Est-ce que tu penses que parler de danger décision va vous rapprocher de ça? Non, ça va vous empirer. Très bien. Si, c'est quand même intéressant, c'est de se retrouver à jouer avec des gens qui sont quelquefois des mythes du jeu de rôle français, et puis se dire qu'ils jouent comme les autres joueurs. Donc ça c'est extrêmement rassurant, d'une certaine façon. J'ai les mêmes à ma table, donc ça décomplexifie. Je crois que c'est important quand même de se dire justement, on n'est pas sur un truc de performance. On pourrait faire du jeu de rôle comme le font les sportifs, avec un truc tourné sur la performance le mieux. Bon, et puis moi je suis plutôt de la même chose que les gens qui disent tiens, je vais aller faire un foot avec mes copains. On ne sait pas jouer, mais c'est pas grave, on n'a pas de terrain, on a un mauvais ballon, mais on va quand même jouer, n'importe où, on se sera amusé. Mais on peut quand même s'améliorer. Moi, les trucs que j'ai vus d'amélioration, ça tient à deux choses. C'est quand les joueurs, surtout les gens qui commencent à savoir quel est leur bon apport à un groupe. Et ça peut être quelquefois des apports qui sont des trucs techniques. La personne qui a certains talents pour prendre les notes, extrêmement précieux. La personne qui aime bien tenir compte minutieusement des provisions. C'est un style de jeu, mais j'ai découvert qu'il y avait des joueuses qui aimaient beaucoup ça, que ça faisait kiffer et qu'ils avaient envie de gérer la logistique, tout ce qu'il y avait dans les sacs, et qui du coup étaient prêtes à le faire pour l'ensemble du groupe. Et finalement, ça donne quelque chose d'intéressant quand tu te mets à jouer des trucs un peu survivalistes, d'avoir quelqu'un qui dit mais non, il nous reste plus que 19 coups. C'est pas mal. Si ça n'intéresse personne, à ce moment-là, il ne faut surtout pas s'embarquer là-dedans. Et s'il n'y a pas la joueuse qui va avec, ça ne marche pas. C'est bien aussi quand il y a quand on fait de l'exploration, que ce soit du voyage, souvent des grands voyages, ou ça m'arrive aussi dans l'OSR de faire du dungeon crawling pur et simple. C'est pas mal aussi d'avoir quelqu'un qui sait bricoler un plan. Donc tout un tas de talents qui sont peut-être un peu externes par rapport au fameux truc du je joue un super rôle, je joue super bien mon personnage, mais qui améliorent l'expérience de jeu. Et quand chacun dans un groupe a trouvé justement ce qu'il savait faire et qu'il y a une bonne interaction avec le MJ, que le scénario commence à tourner autour de ces compétences-là qui se sont trouvées, c'est pas mal. Et pareil, alors moi je joue pas avec des backgrounds très très développés. La plupart du temps, les scénarios commencent. J'ai été jusqu'à jouer avec des personnages qui commençaient sur des feuilles blanches. Et les joueuses eux-mêmes ne savaient pas qui était leur personnage, et ça se faisait au fur et à mesure de ce qu'ils avaient réussi, raté, et comment le scénario prenait. Et sinon, souvent, le background y tient en une bonne demi-ligne. Donc de toute façon, tout va se créer au fur et à mesure de ce qui va être joué. Et quand les personnages ont commencé à se trouver et à trouver la place qu'ils occupaient dans le monde, mais ça c'est leur problème, c'est à eux de le faire. À ce moment-là, effectivement, il y a une amélioration, au sens qu'il y a une alchimie qui s'est créée, il y a quelque chose qui devient intéressant. Et on peut commencer la séance en disant, voilà, justement, il y a les notes, qu'est-ce qu'on a fait? Il arrive quelquefois, je vais me poser dans un coin, je vais préparer le café, ils sont déjà en train de jouer, ils ont déjà commencé à élaborer le plan, etc. Je leur laisse souvent beaucoup de temps pour planifier. Et de plus en plus, ce qui m'intéresse, c'est les jeux où on prend le temps de planifier et l'exécution va marcher. C'est-à-dire que si le plan est bon, l'exécution va marcher.
Alors c'est un peu contradictoire avec mon truc de on va lancer des dés pour que ça crée des catastrophes, mais il y a des moments où il faut savoir lâcher ça aussi et dire voilà, vous avez bien travaillé, vous avez cherché à cerner le problème, vous avez posé les bonnes questions pour le résoudre, et bien au bout du compte ça va marcher. Ce qu'il y a aussi dans le jeu d'enquête, et ça je fais beaucoup de jeux d'enquête, vous avez bien cerné le truc et à la fin, vous avez réussi quelque chose. Et ça c'est aussi, ça fait partie du plaisir de jeu, d'avoir réussi quelque chose. Donc je m'arrange quand même pour laisser la possibilité de réussir. Voilà, ça c'est des trucs importants. Je le fais par exemple avec du jeu d'enquête où la question des règles est évacuée parce que j'ai pas trouvé moyen d'en écrire. Je joue du jeu de vieille dame, façon Miss Marple. Donc quand vous jouez une vieille dame, ben, vous ne courez pas après les adversaires, vous ne les attaquez pas, vous ne vous cachez pas, et vous faites que des choses convenables, donc vous n'escaladez pas par-dessus les murs. Donc tout va se passer par les bonnes questions que vous allez poser au PNJ, et comme dans un polar, si vous avez bien posé les questions, reconstitué l'agenda de tout le monde, à la fin vous avez une solution. Donc c'est du vrai jeu d'enquête et ça fonctionne super bien, sans règles. Alors ça m'intéresse d'autant plus que ça nous ramène vers une notion qui a été extrêmement négligée ce soir, c'est la notion de gameplay. Le jeu de rôle est quand même tout de même un jeu, et ce jeu peut prendre énormément de formes. Si vous jouez pour raconter l'histoire avec des copains, et que c'est ça votre but du jeu, et que vous atteignez ce but du jeu, vous avez joué comme il fallait, bravo. Par contre, pour moi qui passe pas mal de temps à concevoir des systèmes et des jeux et des machins et des bidules, on peut essayer de mettre d'autres choses en place. Tu veux dire que tu es très à cheval sur les règles. Alors moi je suis tellement à cheval sur les règles que par exemple, si je joue sans écran, ce n'est pas parce que je me fous des règles, c'est parce que je veux que les joueurs voient m'aider et sachent que les règles vont être appliquées de manière absolue, que personne ne les sauve, mais qu'aussi personne ne triche. Néanmoins, il est vrai que c'est un peu plus compliqué à faire quand on fait une partie du jeu de rôle, y compris avec un MJ, que lorsque je conçois des jeux de plateau où, de toute façon, pour des tas de raisons, la notion de triche est tellement mal vue que ça se fait rarement, et qu'en plus, pour peu que les pions soient bien placés, que l'interface de jeu soit assez claire, si quelqu'un essaie de tricher, ça va se voir. Toujours est-il que c'est quand même un peu plus compliqué qu'en jeu vidéo, où si on ne veut pas que vous fassiez un truc, il nous suffit de vous l'interdire et problème réglé. Pour autant, le gameplay, et on peut par exemple parler du gameplay d'enquête, peut se situer à différents niveaux. On peut se contenter de faire de la simulation d'enquête. Par exemple, si vous jouez à Cops, généralement vous allez y faire de la simulation d'enquête. On ne demande pas vraiment aux joueurs d'enquêter. Ils n'ont pas besoin d'appliquer une méthodologie qui consiste à trouver des sources d'informations, extraire ces informations, analyser ces informations, produire des théories et les vérifier par encore plus d'informations. Non, ils vont jeter des dés et à un moment, les méchants vont essayer de s'enfuir dans une voiture et on va les flinguer avec gros calibre. C'est pas vraiment de l'enquête, mais pas grave, c'est pas obligé. Au passage, je vais dire du mal, mais il s'avère que Cthulhu fonctionne plus souvent comme ça que comme du vrai scénar d'enquête. On peut faire du jeu où l'enquête n'est vraiment qu'un habillage. En fait, c'est du donjon. Vous allez voir le vieux qui a vu un truc la nuit du meurtre, et quand vous avez bien supporté ces chiens monstrueux et son café horrible, c'est un peu le cube gélatineux de la campagne anglaise, vous pouvez lui faire cracher l'info qui vous envoie vers la salle d'après, etc. Ça peut être du donjon en fait. L'habillage a changé. Et là, on n'est même plus dans la simulation d'enquête. On ne fait plus vraiment semblant. On va d'un point à l'autre. Moi qui aime beaucoup faire du vrai jeu d'enquête avec des joueurs qui aiment vraiment ça, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à se pointer avec leur bouquin criminalistique et à sortir le tableau blanc, et on va passer une grande partie du gameplay va être faire changer les informations de colonne. Colonne 1, les choses dont on est sûr parce qu'on les a vérifiées. Colonne 2, les choses dont on pense qu'elles ont pu se passer comme ça parce que c'est probable et qu'on a des éléments corroborants. Colonne 3, les trucs dont on n'est vraiment pas sûr mais ça nous arrangerait. Et donc, ils passent leur temps à noter les trucs dans la colonne 3, quand ils ont plein de trucs dans la colonne 3, ils se disent on va essayer de trouver des trucs pour vérifier, on passe dans la colonne 2, quand ils ont vraiment des preuves, ça passe dans la colonne 1, et ils recommencent à monter les hypothèses, etc. C'est une manière particulière d'aborder le gameplay du jeu d'enquête. C'est encore compliqué par le fait que si on fait ça avec du roleplay, c'est-à-dire que moi j'avais des tables qui faisaient ça avec un type qui jouait un profiler britannique qui était vraiment un sale con. Il l'avait défini comme ça, le type était odieux, il était perpétuellement affreux avec tout le monde,
On avait une fliquette qui était ultra autoritaire, qui s'entendait extrêmement mal avec le précédent évidemment. On avait un mec qui était un ancien infiltré chez les gangsters et qui avait pris l'habitude que à partir du moment où je risque pas de mourir dans le quart d'heure, tout va bien, donc lui il jouait les trucs de manière très très cool. Et comme il s'était pris une balle dans le premier scénar, ou quasiment, et qu'il était en fauteuil roulant, il passait son temps à lire des dossiers pour les autres. Et donc vraiment c'était super vacances. Et si on le fait en roleplay, on va commencer à raconter une histoire à partir de ce gameplay. Et cette histoire, ce n'est pas juste l'histoire des gens qui reconstituent le scénario. C'est pas juste les gens qui reconstituent l'événement sur lequel ils enquêtent. Vous racontez l'histoire de vrais gens à qui il arrive des trucs personnellement, y compris dedans de leur tête ou de leur petit cœur, et entre eux, pendant qu'ils font ce boulot-là. Ce qui va nous amener donc au roleplay lié au gameplay. Un des trucs qui est intéressant à faire en jeu de rôle et qu'on peut faire pratiquement qu'en jeu de rôle, c'est d'amener par la théâtralité les émotions des personnages, éventuellement la scénarisation des personnages, en leur inventant des problèmes qui vont leur retomber dessus plus tard, etc., par rapport au fait qu'ils essayent de résoudre les problèmes que pose le jeu. Autrement dit, si vous jouez des gros barbares à D&D et que vous commencez à faire du roleplay, vous devriez vous retrouver dans la situation intéressante de gens qui doivent gérer le fait qu'ils viennent de massacrer plein de gens, on ne sait pas trop pourquoi, mais manifestement plutôt pour du pognon, en fait, si vous êtes à D&D. Et que c'est curieux, mais le reste du monde, les civils en particulier, n'aiment pas trop cette idée. Même quand vous dépensez votre pognon chez eux, ils ont tendance à être un peu crispés lorsqu'ils savent que vous tuez des gens pour de l'argent. Et peut-être que vos propres personnages vont commencer à se poser la question de est-ce que c'est bien comme ça qu'on veut vivre? Et qu'est-ce que ça produit comme relation entre nous? Y compris, moi, par exemple, une de mes grandes satisfactions sur les parties que je mène, c'est quand les joueurs, quand les personnages s'engueulent, et ensuite s'excusent très fort et se pleurent sur l'épaule en disant « Oui, mais je ne voulais pas vraiment te menacer avec mon épée plus 2, c'est parce que tu comprends, au fond, ma maman, quand j'étais petit... » Initiative. Donc, si j'amène ces notions-là, c'est parce que mes petits camarades qui ont envie de crier initiative, parce qu'apparemment ils ont décidé qu'ils animaient. C'est toi qui as décidé que tu participais. Et je vais expliquer pourquoi. C'est parce que nous devions répondre à la question comment est-ce qu'on s'améliore. Et à mon avis, la première question, c'est de se demander qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que vous voulez être dans le gameplay? C'est possible. Si on veut faire du jeu d'enquête, il va falloir apprendre à enquêter vraiment. Quand on joue des vieilles dames qui enquêtent, on se prive d'un certain nombre de moyens, il va falloir développer les autres. Si on commence à parler de jeux de gestion et de survival, etc., il va falloir apprendre à le faire. Mais ça aussi, ça crée des histoires. Est-ce que l'aspect gameplay de votre expérience est un truc qui s'apprend et s'améliore? Un peu comme on apprendrait à jouer, enfin, on apprendrait à faire du jeu de survival horror comme on apprend à jouer au tennis. Pour atteindre un niveau où on commence à s'amuser, si vous voulez, au lieu de pour dépasser le niveau où on court après sa balle. Mais donc, la réponse, pour moi, elle est immédiate. Elle est oui, bien sûr, le gameplay, ça s'apprend et ça s'améliore. Et la preuve, c'est que dans les années 90, on a, dans un certain nombre de magazines de jeux de rôle francophones, beaucoup dénoncé des joueurs qu'on appelait des gros billes ou des mini-maxeurs, qui étaient des gens qui, justement, se sont vraiment concentrés sur le gameplay de manière à créer un certain nombre d'expériences de jeu un petit peu ultimes. Et donc, justement, et quelque part, le bien qu'ils ont fait au jeu de rôle, c'est qu'ils ont justement amené à un certain nombre de réflexions par rapport à jusqu'où peut-on pousser un personnage dans sa spécialisation pour qu'il soit très puissant, très efficace dans un certain nombre de petits domaines très spécialisés du gameplay, et jusqu'à quel point cela peut nuire quelque part à l'équilibre, cette symbiose dont j'aime bien parler à la table de jeu. L'idée, c'est tu peux avoir un jeu tactique quelque part et donc travailler ces aspects-là, et tu peux les amener que du côté règle, mais moi je pense que tu peux aussi les amener du côté univers. Quelqu'un qui va bien connaître l'univers de jeu dans lequel son personnage évolue va pouvoir amener un certain nombre de points de vue tactiques par rapport à cet univers de jeu sans que ça n'ait nécessairement un impact règle
immédiat, mais on est toujours bien donc, dans le système, puisque l'univers du jeu fait partie du système de jeu de rôle. Donc oui, en effet, voilà, exactement. Et donc par rapport à ça, on peut travailler des compétences quasi dures, comme la déduction, la planification, hein, on a parlé tantôt, hein, la comptabilité quelque part, hein, le dessin. Apprendre en effet à dessiner un labyrinthe ou une région, c'est des choses qui peuvent se faire. La coordination, puisqu'on joue presque toujours en équipe. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est un truc que l'immense majorité d'entre nous ne savent pas le faire parce qu'on ne lui apprend plus. Bon endroit pour apprendre ça, je dois. Ouais. Est-ce que tu as d'autres compétences, puisqu'on se retrouve à parler de Players Skills? Moi, une autre compétence que, en fait, c'est quelque chose où moi j'ai, par rapport à ma pratique du jeu de rôle, et je dis bien c'est uniquement par rapport à ma pratique du jeu de rôle, donc je suis souvent beaucoup plus MJ que PJ, donc dans l'improvisation et des mondes émergents, et donc moi j'ai développé un certain nombre de procédures qui permettent, tu vas voir comment je rebondis. Quel rapport avec la question? Oui, exactement. Un certain nombre de procédures qui me permettent d'amener les joueurs à improviser. Ces procédures, depuis que je suis vraiment redevenu un peu joueur avec une vraie table IRL, etc., depuis maintenant 2 ans, eh bien, ces procédures, je peux aussi les utiliser pour aider les autres joueurs, quand moi je suis joueur, à mieux rebondir sur ce que je propose et moi à mieux rebondir sur ce que eux ils proposent. Et ça passe à travers savoir poser des questions. Et ça a l'air con, mais c'est super difficile. Parce qu'en fait, il faut commencer par poser des questions générales, s'intéresser au contexte, s'intéresser aux autres, et petit à petit, focaliser les questions qu'on pose pour arriver à poser des questions qui sont des questions orientées et qui vont vraiment amener un impact à la table de jeu par rapport à ce que les autres ils ont amené, par rapport à ce que les autres ils ont développé. Et ça, c'est vraiment une procédure, c'est quelque chose qu'on peut apprendre et que, dans mon expérience, je n'avais jamais vraiment beaucoup vu à une table de jeu. Et maintenant que moi j'essaye de le pratiquer en tant que joueur, je me rends compte, en tant que maître de jeu, je veux dire, je l'ai intégré dans ma pratique, je suis dans ma zone de confort. En tant que joueur, c'est quelque chose que je suis encore en train de tâtonner, à mettre en place, mais qui m'apporte vraiment, moi, dans ma pratique, beaucoup de plaisir et beaucoup de... ouais, je fais du level up, quoi. Tu veux nous en parler en tant que joueuse? Je voulais juste répondre à ta question précédente. J'aimerais ajouter une compétence qui est l'immersion. S'immerger, alors c'est pas moi qui ai inventé ça, mais je crois que c'est Gerhard Sildoenfein qui avait proposé ça en fait en disant et si l'immersion c'était une compétence de joueuse en fait, et si c'était pas juste la puissance d'évocation du MJ ou l'efficacité du jeu ou la richesse de l'univers, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine compétence de ma part à me dire ok, à m'auto-convaincre que je vais y croire, à arriver avec l'attitude de base où de base je prends tout ce que tu as. Si tu me déçois par contre ça va mal se mettre, mais de base je vais y croire, je vais moi m'immerger en fait. Et c'est finalement plus empouvoirant de se dire ça que de se dire bon bah je vais m'asseoir à la table et je vais voir ce qui va se passer et comment on va m'immerger. Et ton autre question c'était... Alors je vais y revenir dans 2 secondes, mais je vais profiter du fait que tu ne t'en rappelles pas pour parler brièvement de la suspension volontaire d'incrédulité. Quand on fait du scénario, on sait que les gens ne croient au scénario que parce qu'ils font l'effort d'y croire. Quand ils sont dans une salle de cinéma, en fait ils ont payé, ils ont pris du popcorn, ils ont posé leur cul, et à partir de maintenant ils sont prêts à admettre ce qui va se passer à l'écran, comme que si c'était plausible. Y compris si ce camion devient un robot géant et a des dialogues de merde avec des trucs qui de toute façon vont exploser d'ici un quart d'heure. Mais c'est hyper important de savoir, quand on fait du scénario, y compris quand on n'est qu'un des divers co-scénaristes autour d'une table de jeu de rôle, que la suspension d'incrédulité, elle est volontaire. Les gens font l'effort d'eux. Et ce faisant, en fait, ils s'approprient l'histoire que vous leur donnez. Ils ne commencent à s'immerger qu'à partir du moment où, réagissant à l'histoire qu'on leur raconte, ils s'imaginent des trucs en plus. Chose que vous avez très peu le temps de faire au cinéma, même un petit peu. Il y a des gens qui ont théorisé sur le temps d'écran noir d'un écran de cinéma.
Le fait que, par exemple, quand vous lisez un bouquin, vous avez beaucoup plus de temps pour vous faire les trucs dans votre tête vous-même, et vous dire « Ah, mais non, mais j'aurais jamais fait ça, pourquoi ?» Et qu'à une table de jeu de rôle, on espère spécifiquement développer ça. On espère spécifiquement vous amener à vous saisir du scénario, après que vous ayez fait l'effort de dépasser l'incrédulité et de vous immerger, d'accepter d'être dans le scénar le plus longtemps possible, d'être dans la fiction, pour être exact dans la diégèse, mais je ne vais pas rentrer dans le truc technique. Et ma question précédente, on parlait notamment de passer la balle, et du fait que le gameplay ou développer des compétences particulières par rapport à une manière de jouer pouvait également amener des choses en termes de roleplay. Il me semblait qu'il y avait des choses à raconter sur cette notion-là en particulier. Est-ce que tu veux que j'aiguille davantage mes questions? Je voudrais juste faire une remarque, après je te demanderai d'aiguiller la question. On parle beaucoup d'amélioration, là, comme si c'était tout allait dans un seul sens. En fait, voilà, moi j'appelle ça plutôt nourrir mon parcours, développer des trucs, mais si ça se trouve, ces trucs-là, je vais les laisser mourir après parce que ça m'intéressera plus de jouer de telle manière ou de faire ça comme ça. Et l'important, c'est juste que ça me nourrisse et que mon parcours, il évolue. Après, peu importe, il n'y a pas une direction toute tracée avec là c'est mauvais et là c'est bon. À quelques tables que ce soit, à quelques jeux que ce soit, dans quelques compagnies que ce soit. Et il y a aussi, c'est pas unidirectionnel, c'est-à-dire que personne ne sera, à mon avis, là je vais faire une grosse affirmation, mais personne ne sera jamais bon tous les soirs, à toutes les tables, à tous les jeux, en tout contexte. Et c'est pas parce qu'on se vote un soir que c'est un drame et qu'on sera plus jamais bon et que c'est fini. On peut juste se dire après une partie, waouh, là on a été bon. Le reste, c'est pas un titre qui se gagne, c'est pas quelque chose qu'on a en nous et qui nous définit on-off. C'est juste, voilà, la fin de chaque partie, on peut se dire waouh, là j'ai bien fait de la merde, ou waouh, là j'ai été bon, ou le mieux, là on a été bon. Voilà, c'est ce que je voulais repréciser, parce qu'en parlant beaucoup de compétences et d'amélioration, on ramène tout plein de connotations, peut-être du monde du travail, ou du sport peut-être, qui sont pas forcément hyper appréciables dans un loisir sans compétitivité. Et moi je veux rebondir absolument sur quelque chose. Quand vous testez de nouveaux conseils, quand vous testez de nouvelles procédures, quand vous cherchez à vous améliorer d'une manière ou d'une autre, vous avez le droit de vous planter. Et si vous considérez que ça ne va pas dans le bon chemin, vous avez le droit de faire demi-tour. Ce qui est important, c'est que vous nourrissiez votre plaisir de jeu et celui des autres à votre table. L'amélioration, le bon joueur n'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut absolument atteindre. Prenez du plaisir, quoi. C'est vraiment, enfin, la bonne joueuse, c'est avant tout quelqu'un qui prend et qui donne du plaisir. Et donc, on a le droit, nous avons tous le droit de se planter. On en parlait un petit peu de façon informelle avant de commencer. C'est vrai que moi, j'ai le souvenir, encore les anciens combattants, souvenir des années 80, avec des compétitions de jeux de rôle. J'en ai participé à un certain nombre. Je crains même d'en avoir gagné, c'est pas un titre de gloire. Et où vous aviez votre table de jeu, vous étiez surveillé, épié par des juges, notés sur votre qualité de MJ et votre qualité de joueur. C'est quand même un concept un peu curieux, dans un jeu où il n'y a pas vraiment de notion de victoire, même si effectivement la réussite du scénario peut être considérée comme une victoire. Et même, on a quand même les parties des premiers scénarios de modules, pas scénario d'ailleurs, de jeux de rôle publiés, dans lesquels il y a des grilles de notation qui sont fournies avec, qui étaient des trucs qui servaient pour les premières Gen Con, donc les premières conventions, et le scénario d'AD&D avec le nombre de points attribués s'ils avaient atteint la salle numéro 1, numéro 2, numéro 3, s'ils avaient réussi à tuer tel monstre, etc. Donc là, on est effectivement dans une certaine forme de performance, et en plus une performance qui est très orientée sur une chose. Et en fait, le déplacement qu'il y a eu entre ces années-là, 70, 80, les années 90, c'est qu'au lieu d'avoir la performance sur le nombre de monstres que vous avez tués, on l'a déplacé sur est-ce que vous aviez bien incarné votre rôle, est-ce que vous avez bien développé votre background, etc.
Et moi, j'ai pas tellement envie d'être dans la performance. Justement, on l'a déjà assez au niveau professionnel, au niveau sportif, au niveau de tout ce que vous voulez. J'ai toujours choisi des sports non compétitifs, ça me va très bien. Je viens pas non plus pour faire du jeu de rôle compétitif. Donc c'est pour ça que je suis toujours très, très méfiant sur les trucs de... on peut s'améliorer. Effectivement, oui, on peut trouver des bonnes façons de fonctionner entre soi. On peut trouver bien sa place, mais comme on la trouve dans un groupe, après, je suis réticent sur l'idée d'une recherche du mieux. Si c'est une recherche de plus de plaisir de jeu, ça marche. Il faut être très 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 prudent que ça ne rentre pas dans un truc de performance où en plus, effectivement, on est quand même souvent déçu quand on va dans la performance. On pourrait très bien l'imaginer, on commence à le voir avec les histoires d'actual play où on va avoir des actual play avec des acteurs. Donc là, on est quand même nettement dans un truc de quasi de jeu de rôle professionnel. On commence à voir des maîtres de jeu, des maîtresses de jeu rémunérés. Donc on est dans le professionnel, ça ne me choque pas spécialement, mais il faut garder un espace de jeu de rôle loisir, de jeu de rôle d'école, de jeu de rôle où on ne se pose absolument pas ces questions-là et on en est quand même satisfait. Si je peux juste répondre sur le coup des acteurs d'Actual Play, moi ça me fait, c'est juste un petit agacement que j'ai envie de partager. On communique beaucoup, c'est Game of Thrones Oui. qui a beaucoup communiqué sur le fait d'avoir des comédiens professionnels à la table, mais c'est pas des joueurs de jeux de rôle. Donc ce n'est plus de l'actual play. Non mais c'est surtout qu'ils sont des buses quoi. Enfin, je veux dire, c'est surtout que... C'est-à-dire qu'ils se font manger par Borsibou. Mais non, mais on passe toute une séance au début où ils découvrent les règles, ils savent pas trop ce que c'est que jouer au jeu de rôle, du coup... et pourquoi on a des comédiens professionnels? Enfin, pour moi, c'est un peu comme engager un comédien professionnel pour performer le mono de kayak, mais on n'a pas pris un kayakiste. Du coup, bon, bah, il se débrouille un peu, il sait bien faire le moniteur, mais c'est pas la même activité quoi. Et du coup, je préfère largement des actual play où on a des vrais joueurs entre guillemets et joueuses qui savent jouer et où les talents de comédien on s'en fout un peu. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas là-dessus qu'on s'appuie pour juger le truc quoi. Voilà, c'était juste le mini agacement. Puisqu'on est sur le sens des mots, rapidement, pour que ce soit un actual play, il faut que les gens jouent vraiment, c'est ça le titre. Hein. C'est un peu le moins des choses. Il s'avère que quand on a parlé de performance, le terme de performance a aussi plusieurs sens. Et moi, une des choses qui m'intéresse en termes de performance en jeu de rôle est un truc assez bizarre, mais c'est par exemple le fait que, attention, accrochez-vous à vos chaussettes, fondamentalement, la moralité est une performance. Et je ne veux pas dire que la moralité est un jeu d'acteur. C'est-à-dire que faire le bien, c'est non seulement décider de faire le bien, mais c'est y réussir. Parce que la plupart du temps, quand on essaye de faire le bien et qu'on rate, on fait le mal. Ce que je trouve intéressant en termes de performance de ce point de vue, c'est que ça veut dire que la direction narrative d'une partie de jeu de rôle peut justement dépendre de la performance des joueurs. S'ils arrivent à tuer le monstre sans dommage collatéral, ils racontent l'histoire des mecs qui ont réussi. Et c'est une histoire qui est potentiellement intéressante, tout dépend si on arrive à lui ramener de l'enjeu, de l'attention dramatique par la suite. S'ils racontent l'histoire des gens qui se sont foirés de manière horrible, qui rentrent au village en courant en disant « On n'a pas tué le monstre, on n'a pas tué le monstre, on le sait, il arrive, c'est votre faute !» C'est une autre histoire. Et ça dépend encore de leur performance. Ce qui me fait dire que personnellement, mon rapport entre le gameplay, le roleplay et la narration, en tout cas quand je mène, donc pas vraiment quand je suis joueur, mais j'essaye d'amener des MJ à faire ça quand je suis joueur parce que c'est ce qui m'amuse le plus, c'est de faire en sorte que le scénar pose des questions et que les joueurs essayent d'y répondre par le jeu, y compris en acceptant le fait que leur réponse peut être en théorie excellente et foirée en pratique parce qu'ils n'ont pas réussi à la mettre en avant. Et que c'est intéressant aussi, ça fait d'autres histoires. La question que j'essayais de te poser tout à l'heure, qui rebondissait à partir de ce que disait Bastien, il parlait du fait que, comme joueur, il s'était aperçu que poser des questions aux autres, et j'ai envie d'élargir encore un petit peu, passer la main aux autres, était une compétence en soi.
comme on a pas mal parlé non seulement de la notion de partage, mais je ne retrouve pas le mot tout de suite, de concéder. L'une des choses qui m'intéresse, c'est dans quelle mesure concéder, y compris concéder au scénario, concéder au jeu, concéder au résultat du jet de dés, est une compétence qui s'apprend. Parce qu'on a parlé de lâcher prise déjà. J'entends... Est-ce que vous avez l'impression, comme moi, vous avez une période de votre pratique rôliste où vous étiez hyper déçu quand ça ne se passait pas comme vous l'aviez voulu, et qu'ensuite vous avez commencé à tirer plaisir du fait que ça ne se passe pas comme vous aviez voulu? Pour moi, là, on parle d'un monstrueux faisceau de compétences. Ouais. Qui passe notamment... Alors, je dirais non à ta question. Au sens de... Je crois pas à... Toi, tu ne vas pas vécu. Si, mais pas sur ce point-là. D'accord. Mais je ne vais pas rentrer dans l'introspection parce que ça va être une espèce de gros sac de nœuds sur la table. Je dirais oui mais non, mais enfin oui mais non, mais c'est plus compliqué que ça. Mais écran bleu. Est-ce que tu veux que je revienne à la question? Concéder, poser des questions aux autres. Ouais, faisceau monstrueux de compétences. Parce qu'en réalité, si j'en viens à concéder, c'est parce que je fais confiance pour que, même si je suis pas convaincue par l'idée du plan, ou par le scénario, ou par ce que vient de dire quelqu'un, je fais confiance sur le fait qu'on va en tirer quelque chose de cool, quelque chose qui m'intéresse. Et si je fais confiance, c'est parce que peut-être moi je me fais confiance sur le fait que je vais arriver à rendre ça intéressant à mes propres yeux. Soit parce que je sais qu'autour de la table, il y aura quelqu'un pour tirer ça ou redonner de l'intérêt à un truc qui se présentait comme un peu mou au départ. Rendre intéressant, pour moi, c'est une vraie compétence. Rendre un truc intéressant, c'est une compétence. Et du coup, ça libère aussi beaucoup de gens à la table qui n'ont pas besoin de se dire « il faut absolument que je dise un truc intéressant ». Quand on joue avec des joueuses qui rendent nos trucs intéressants, on peut y aller. On peut dire n'importe quoi. C'est leur problème de rendre ça intéressant. Moi, je suis en confiance. Après, le truc, c'est que comment dire, c'est réciproque. Oui. C'est-à-dire que ça va être mon job après de rendre leur truc intéressant parce que s'il n'y a que moi qui prends et que je donne rien en échange, c'est pas cool. Mais voilà, pour moi, concéder, c'est une compétence, être capable de lâcher le morceau, quoi. Et lâcher le morceau, ça peut être juste dans un dialogue avec un PNJ. Je vais être capable de m'arrêter avant, de avoir saoulé tout le monde, parce que je veux pas lâcher le morceau et lui non plus, et on va pas y arriver. Avant d'être allé au dé parce qu'il veut pas lâcher le morceau, moi non plus, j'ai dit bon bah je sors mon épée, je le bute, et voilà. Ou lâcher le morceau avant que, je sais plus quels étaient mes points, mais on dise à ma place que la scène est terminée. Comment est-ce qu'on s'améliore à faire tout ça, puisque c'est notre question centrale sur le 4e point? Et au passage, puisque là j'ai 2 secondes, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il nous reste théoriquement un quart d'heure, et que si vous avez plein de questions, je vais juste passer on me fait signe qu'en fait vous n'avez pas de questions. Tant pis pour vous, c'est trop tard. C'est pas un quart d'heure. D'accord, on n'avait pas juste... Alors moi je veux bien répondre sur la concéder. Ça c'est un truc, monsieur, parce que les rares fois où je suis joueur, effectivement, c'est la première chose à faire, c'est quand même d'aller dans le sens du scénario. Ça facilite toujours les choses. Et les mauvaises expériences que j'ai eues, c'était souvent les gens qui, pour X ou Y raison, ne veulent pas aller dans le scénario. Alors peut-être que le scénario est mauvais, etc. Mais souvent, la meilleure expérience de jeu, elle part de là, en disant ok, il y a une proposition et je vais aller voir ce qui se passe dans cette proposition. C'est assez basique, mais quand on a passé le truc de se demander pourquoi c'est nous qui sommes dans ce scénario, pourquoi on rentre directement dedans, ça fonctionne. Et ça peut être le scénario droit à la porte du donjon, vous êtes là, je le pratique énormément, voire in media res, il vous arrive une emmerde et vous commencez au milieu de cette emmerde. Je le fais comme maître de jeu, mais je le vois aussi que comme joueur, quand ça m'arrive, ça fonctionne mieux. Et ça va la même chose avec l'histoire du plan, passer plus de temps à préparer le plan qu'à le réaliser.
Là, il y a un domaine d'échange entre joueuses et maîtres de jeu, de dire voilà, vous avez pris le temps d'examiner le problème, d'essayer un certain nombre de solutions, et à la fin, on va mettre ça en batterie, il y aura peut-être un petit peu d'imprévu, mais fondamentalement, ce que vous avez préparé va vous servir. Là aussi, on est dans la concession. Peut-être que ça n'est pas du tout, scénario. voilà, pas du tout dans ce qui a été prévu au départ, parce que le maître de jeu avait imaginé, mais par contre, eh bien, il y a une façon de laisser faire ce que les personnages, ce que les joueurs ou les joueuses ont prévu. C'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. Il faut un petit peu de rebond, un petit peu d'imprévu pour venir pimenter. Il faut que cet imprévu permette aussi de retomber sur ses pattes et de revenir à un moment sur le plan. Moi, de plus en plus, c'est la question que je me pose. Comment on fait pour travailler cette question du plan? Parce que dans les échecs, les échecs, c'est des fois, et ça je pense c'est un truc qu'on peut discuter, où à la fin de la session, les joueuses disent ben non, là ça n'a pas marché, on n'est pas complètement satisfait. Et souvent, l'échec, c'est on a prévu un plan et puis on est passé au plan B, c'est-à-dire on fonce. Une fois, deux fois, c'est un classique de jeu de rôle, c'est amusant. Et il y a un moment où on l'a déjà fait, on l'a déjà trop fait. Et on a envie de se dire, ok, si j'ai prévu un plan A, j'ai envie que mon plan A marche. Et du coup, de réussir à construire le jeu ensemble autour de ce plan A, c'est important. Ce qui implique donc que les joueuses concèdent au scénario, que des fois les scénarios, donc j'imagine le MJ, concèdent au plan des joueuses. Oui. Bien sûr. C'est très Il y a même amusant des dans le jeu procédures qu'on d'enquête. peut mettre en place pour réaliser ça. Moi, ce que j'utilise beaucoup plus en jeu d'intrusion, par exemple, ou autres opérations d'infiltration, commando, etc. Et concéder en soi, c'est pas forcément bien. Enfin, il y a des fois, il ne faut pas concéder. Non, mais et la vraie compétence, c'est pas forcément de savoir concéder, mais c'est de savoir quand on le fait et quand on le fait pas. Typiquement, moi j'ai un petit gimmick qui est de souvent me jeter contre les bords du cadre. C'est-à-dire que si on a dit qu'on jouait du jeu à mission, et mon perso, il n'a pas envie de la faire la mission. Et il a d'autres trucs à faire que de faire la mission. En gros, quand je fais ça, je dis pas que je suis en train de vouloir ruiner le scénario, je suis en train de me jeter contre le bord du cadre, parce qu'on joue du jeu à mission et je suis en train d'en sortir, et pour dire aux autres, allez, je me lance, vous me rattrapez. Et vous me rattrapez en l'air. Et du coup, quand il y a deux PJ qui viennent chercher mon PJ, qui lui frottent un peu les oreilles pour dire non mais maintenant tu viens avec nous, tu vas la faire cette mission, on réglera tes problèmes après mais tu vas la faire. Donc, pour moi, il y a un jeu de conflit qui me plaît. Mais s'ils concèdent et qu'ils disent bon bah ok, elle va faire ses trucs dans son coin et voilà. Ok, c'est pas complètement la même chose. Effectivement, des fois, concéder, c'est accepter ton idée, tu résistes à la mission, mais ça n'empêche pas d'intervenir dans un sens qui, scénaristiquement parlant, consiste à revenir vers le jeu principal. Ce qui m'amène à une autre question que je voulais vous poser, qui était justement, est-ce que vous pensez que prendre de la distance par rapport à son personnage et employer ce que moi j'appelle être le scénariste de son perso, donc des fois faire des trucs qui vont pas plaire au personnage, lui, mais qui vont nous plaire à nous en tant que joueur, par exemple le mettre exprès dans la merde pour que ça nous amuse, est aussi une compétence qui se développe, et si oui, parce que c'est théoriquement le thème de notre quatrième sujet, comment ça se développe? Écoute, je dirais que c'est une compétence qui est centrale à tout joueur de jeu propulsé par l'apocalypse. C'est vrai. Parce que, alors déjà ce sont des jeux qui, en termes de gameplay, de règles, t'invitent à le faire, mais en plus fonctionnent d'autant mieux que tu vas mettre ton personnage en danger. La plupart, les bienfaits. En termes de roleplay, oui, en termes de gameplay, pas tellement, mais c'est pas grave. Alors là, on peut, enfin bon, bref, une discussion longue et voilà, passionnante. Je t'en prie, je la boucle. Voilà. Et donc, c'est important parce que quand tu mets ton personnage en danger, qui est le terme d'ailleurs que les anglophones utilisent, put your character in spot, eh bien à ce moment-là, tu crées plein de choses autour de la table qui vont faciliter l'immersion des autres joueuses, qui vont créer des accroches autour de la table, qui vont généralement générer des arcs narratifs supplémentaires qui vont donner de la profondeur à l'histoire et parfois aussi au background de l'univers et ou des personnages. Et donc,
on est dans quelque chose qui est très intéressant et qui est quelque chose qui s'apprend. Oui, en effet. Maintenant... Ça prend comment? Car c'était ma question. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Oui, ça c'est bien. Alors, enfin, je sais pas si je dirais que ça s'apprend, mais je pense que ça dépend de qu'est-ce qu'on a envie de jouer et de quelle joueuse on est à quelle table aussi. Je pense qu'il y a des jeux dans lesquels, au contraire, il faut être au maximum, être son personnage et pas le jouer, pour qu'on reçoive l'expérience avec le plus d'intensité possible. Je pense par exemple à Mantra de Batronoba, où on est invité à se jouer soi-même. Et c'est une autre compétence. Le fait d'être capable de prendre de la distance n'est pas une compétence inverse au fait d'être capable de s'immerger dans son personnage et de se confondre avec son personnage. C'est deux compétences différentes, si tu veux. C'est pas l'une n'empêche l'autre. Ok, je suis d'accord. Je pense juste que on peut tout à fait ne pas savoir prendre de la distance et s'éclater dans d'autres jeux et avoir d'excellentes compétences dans d'autres jeux, etc. C'était juste pour faire le pendant. Ouais. Mais ça me paraît important de le dire parce que je trouve que c'est assez souvent qu'on en vient à oui, il faudrait quand même que certains joueurs aient plus de distance avec leurs personnages, etc. C'est un truc qui est beaucoup posé. Et moi j'ai envie de dire non, pas tout le temps. Perso, je suis incapable de jouer un personnage sans distance. Et j'envie cette compétence qui est de perdre toute distance avec son personnage, de se faire posséder par son personnage. Voilà, c'est un truc que j'envie. Je comprends ce que tu dis, en même temps, parce que moi, tout ce que j'ai publié de méthodologie pour les MJ, c'est percer l'indifférence de vos joueurs, c'est essayer de faire en sorte de jouer à fond sur la confusion entre les joueurs et les personnages. Évidemment, il y a toujours des gens qui disent « Ah oui, mais c'est dangereux ». Oui, enfin, je fais ça dans mon salon et vraisemblablement, avant qu'ils atteignent la station de métro, ils en sont sortis. Mais oui, il y a un vrai travail, y compris de scénario et de mise en jeu, que ce soit pour les auteurs de jeux ou pour les MJ, consistant à essayer d'embrouiller les joueurs pour qu'ils arrêtent de se rappeler qu'en fait ils ont 38 ans, qu'ils sont architectes et qu'il faut qu'ils rentrent dans 2 heures, pour qu'ils croient vraiment qu'ils sont un jeune barbare qui débarque des steppes. Oui. Il y a quelque chose... J'essaie de passer la main à... Non ? Non, c'était complémentaire, je peux le dire tantôt. Mais, donc en fait, quand tu parles quand je joue dans mon salon, je pense aussi d'ailleurs que le bon joueur, ça va aussi dépendre de dans quel contexte on joue. Oui. Quand on joue dans son salon, quand on joue en club, quand on joue en convention, on ne joue pas de la même manière et on n'a pas besoin du même faisceau de compétences. Quand on joue dans son salon, avec des amis, on peut être en confiance, le laisser aller et le lâcher prise social peut être beaucoup plus important. Quand on joue en convention avec des totaux inconnus, là il y a beaucoup plus important. Enfin, il faut faire vraiment très attention à toutes les compétences sociales. Je fais preuve d'empathie, j'écoute l'autre, et si je vois qu'il y a une espèce de forme de mal-être qui se développe autour de la table, j'y réponds directement avec beaucoup de sympathie et avec beaucoup de tact, et je fais attention aux autres, au bien-être de tout le monde autour de la salle de jeu. Quand tu es dans ton salon avec des potes, à un moment donné, si tu as envie de lâcher une grosse connerie raciste et que tout le monde est d'accord de comprendre que c'est du 46e degré, ok, tu le fais, mais tu ne vas pas le faire en convention. Donc là, il y a vraiment, le contexte est important aussi par rapport à ça. Voilà. Le contexte est important, mais plus largement que ça. Puisqu'il y a des tas de manières de jouer, les compétences demandées aux joueuses sont pas les mêmes, mais au passage, c'est pas juste une question de quand tu joues en convention, c'est des fois quand tu changes de jeu ou quand tu changes de Oui, bien sûr, tout à fait, bien sûr. Oui. Quelque chose qui me surprend, c'est dans mon expérience, m'arriver aussi bien de jouer avec les mêmes personnes pendant une décennie, que d'arriver dans une convention avec des gens que je connaissais pas, dont j'ai oublié le prénom en sortant de la salle, si c'était même pas pendant la partie, et que je reverrai pas après. Pareil, et avec des joueuses super expérimentées, et puis avec des débutantes. Et j'ai l'impression que très souvent, l'expérience avec les débutantes,
c'est qu'elles ont exactement les mêmes qualités, les mêmes défauts que les joueurs avec qui j'ai joué pendant 10 ans. Je ne remarque pas toujours de grands développements. On n'est pas justement dans le truc voilà, du sportif qui s'est entraîné. Il peut y avoir des changements, mais très souvent, je vois des gens qui sont tout de suite très à l'aise sur tel ou tel aspect du jeu, et souvent dans les comportements, y compris dans les pires comportements des rôlistes, les affreux trucs de geek, quelquefois je les retrouve avec non seulement avec des débutants, mais avec des gens qui ne viennent pas du tout du milieu geek, et c'est zéro différence. Donc c'est pour ça que là aussi je suis quand même méfiant sur ces idées d'amélioration. Je pense qu'on peut, mais méfiant et prudent avec l'âge. Oui. Mais il y a juste une différence. Ce n'est pas parce que les gens sont capables de faire les mêmes erreurs, et on a parlé du fait que essayer de s'améliorer, ça impliquait d'accepter qu'on allait se planter de temps en temps, et parfois retomber dans ses travers. En tout cas, moi, mon expérience est extrêmement différente de la tienne. En fait, je vois de jeunes joueurs qui, parce qu'ils n'ont pas de limite et pas de bride, peuvent se permettre des tas de trucs vraiment cool. Je choisis très fort mes joueurs, c'est le moment où je suis tyrannique. Et je réfléchis à leur recrutement, à comment est-ce que je vais les associer pour former un groupe, etc. Et idéalement, j'essaye de rassembler des gens qui, même en ayant des compétences différentes, ont des compétences qui vont se marier. Et on sent bien qu'il y a des compétences qui peuvent arriver très vite parce qu'elles sont une question d'inspiration et de suivre son instinct, etc. Et d'autres qui nécessitent d'avoir été affûtés pendant des années et des années. Du coup, moi, ça me permet juste de reboucler sur ma définition à moi d'une bonne joueuse. Une bonne joueuse, c'est quelqu'un qui fait un truc que je ne sais pas faire, que je ne pense pas à faire. Et ça peut être sa première partie de jeu de rôle. Elle a fait un truc que moi, je me dis, hey, mais on peut faire ça. Mais elle s'est pas posé la question, elle sait pas ce que c'est que le jeu de rôle, du coup, elle y va. Voilà, ça peut faire péter des barrières mentales. Bonne joueuse, ça n'a rien à voir avec l'expérience ou, l'expertise. Ça peut n'avoir rien à voir. Ça peut n'avoir rien à voir. Est-ce que quelqu'un veut avec des enfants? Moi, je joue beaucoup avec des tout petits. J'ai fait plusieurs campagnes avec des 7-8 ans. Et c'est des expériences assez intéressantes aussi à tester parce que justement là, on est dans l'illimité, dans le tout est possible, au-delà de ce qu'aucun adulte est capable de faire. Jouer avec des jeunes enfants, c'est une bonne manière d'apprendre à concéder justement et de savoir un peu c'est quoi les limites de concéder. Oui, tout à fait. Ça peut être éprouvant d'ailleurs, certains week-ends. Voilà. Il va falloir que ce soit le mot de la fin parce qu'on me fait signe depuis. Alors si c'est le mot de la fin, je tiens à dire qu'en bon belge, la bonne joueuse est celle qui ne se réserve pas les meilleures bières spéciales à la table de jeu. D'accord. Merci.